aurait dû être le premier à prendre la parole, mais comme il n'est pas encore là, nous allons commencer avec la deuxième personnalité qui devait prendre la parole. Il s'agit de Dr. Sheila Walker. Sheila Walker nous vient des États-Unis. Elle est présidente de l'ONG Afro Diaspora à Washington, une ONG qui a pour but d'éduquer les gens sur les réalités de la diaspora aux États-Unis. Elle a été professeure dans plusieurs universités américaines, notamment à l'Université de Texas, où elle a dirigé le Centre d'études africaines et afro-américaines. Et elle est ethnologue de formation et maintenant elle est aussi cinéaste. Et c'est donc un grand privilège que nous avons d'écouter Sheila. Et sans plus tarder, puisque nous devons absolument rattraper le temps, nous lui passons la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là et je suis très reconnaissante à son éminence et aux organisateurs de cet événement. J'avoue que quand les professeurs Sabakinou et Mbokolo m'ont invité, ils ne m'ont pas dit qu'il y avait la prophétie dont j'ai parlé avant-hier soir. Alors je considère que le fait de faire partie d'une prophétie donne une certaine envergure pour moi, à cet événement, une certaine envergure personnelle et institutionnelle, je crois. J'ai découvert l'église du prophète Simon Kimbangu quand j'ai fait des études en France et je voulais faire mon travail de terrain pour mon doctorat ici. Sauf que je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire et j'ai étudié une autre église prophétique africaine, c'est-à-dire l'église du prophète Harris. Alors, c'est une sensation peut-être de compléter un cercle, d'être de retour ici, un retour intellectuel et peut-être historique aussi. Moi, on m'a présenté comme étant des États-Unis. À vrai dire, après mes expériences et mes recherches, je considère que mon identité est que je suis de la diaspora africaine avec un passeport des États-Unis comme accident du bateau négrier. Personne n'a demandé à mes ancêtres où ils voulaient aller. Je ne m'en plains pas, c'est un constat. C'est tout. Et ce n'est qu'en étant en Afrique plusieurs fois, dans beaucoup d'endroits, et en sillonnant les communautés de la diaspora africaine aux Amériques d'abord, et puis dans une bonne partie du reste du monde, que j'ai pu comprendre beaucoup d'éléments de ma culture comme africaine-américaine aux États-Unis. Et je considère que je fais partie de la deuxième diaspora africaine, la première ayant été la diaspora de tous les êtres humains quand les êtres humains modernes sont sortis de l'Afrique il y a 100 000 ans. Avant de parler des africaines-américaines des États-Unis, je me sens obligée de contextualiser ma société au sein du reste des Amériques, parce que nous avons une ignorance énorme sur ce que sont les Amériques et quel est le rôle de l'Afrique et les afrodescendants dans le développement des Amériques. Et quand je parle des Amériques, je parle de tout le territoire continental et insulaire entre le Chili et le Canada. Je n'étais pas au courant, et je pense que vous ne l'êtes pas non plus, je n'étais pas au courant de la démographie de base des Amériques. Je pense que nous savons qu'après l'arrivée de Christophe Colomb, il y a eu deux phénomènes humains très importants. Il y a eu le génocide des autochtones des Amériques, 100 ans après l'arrivée de Colomb. 90% des autochtones n'étaient plus là.
Et l'autre phénomène qui est très important dans la construction des Amériques, c'est l'esclavage des Africains, qui a duré à peu près 500 ans. Aux États-Unis, un peu moins de 400 ans, mais dans le reste des Amériques, jusqu'à 500 ans. Nous savons maintenant, quand j'ai commencé à apprendre quelque chose sur les rapports entre l'Afrique et les Amériques, j'ai appris qu'on ne pouvait pas savoir beaucoup sur les liens entre l'Afrique et les Amériques, parce qu'il n'y avait pas de documents. C'est faux. Ce que nous savons maintenant, il y a une banque de données d'à peu près 35 000 voyages de bateaux négriers avec beaucoup de détails, date de départ de quel port en Europe, date d'arrivée à quel port en Afrique, date d'arrivée à quel port aux Amériques, numéro d'hommes, femmes, enfants. Au 19e siècle, la plupart de la cargaison humaine était d'enfants. Nous savons aussi qu'à peu près 45% de ces Africains étaient de l'Afrique centrale. Alors, il faut considérer que les cultures de l'Afrique centrale sont la base de beaucoup d'éléments culturels des Amériques, toutes les Amériques. Si on a appris quelque chose sur l'esclavage, on a appris que c'était une migration involontaire de bras, de corps, de gens qui étaient allés pour couper la canne, pour récolter le coton. C'était aussi une migration involontaire de tête, de cerveau. C'était la première fuite de cerveau de l'Afrique vers les Amériques et le premier transfert de technologie aussi. On ne nous a pas enseigné que la technologie de l'or aux Amériques, par exemple, est africaine. Maintenant, on peut le dire. Beaucoup de l'agriculture des Amériques, l'agriculture tropicale des Amériques a été très influencée par les Africains. Et une preuve, c'est qu'il y a des mets aux Amériques qui ont gardé leur nom qui viennent de l'Afrique centrale, le Kalalu, Kalulu, Mondongo, Wandu, il y a plein de mots comme ça, le gombo. Et nous avons, quand on pense aux Amériques en général, on a tendance à penser à la carte européenne, coloniale, qui a déterminé qui parle espagnol, qui parle français, qui parle portugais. Mais moi, après mes études, je vois qu'il y a une autre carte des Amériques qui est une carte africaine des Amériques, une carte ethnique, une carte culturelle. Et si on connaît suffisamment l'Afrique, on la voit aux Amériques. Et puis, étant au Congo, je me sens obligée de dire que le mot africain le plus utilisé aux Amériques est Congo. Le deuxième mot est Angola. Après ça, je pense que c'est Mandingue, qui serait le troisième terme africain utilisé. Mais Congo s'utilise beaucoup. Ça s'utilise pour les pois. Il y a pois Congo en Haïti. Au Panama, il y a ají Congo. Piment. Congo, c'est le piment le plus fort. Il y a les rites Congo en Haïti. Rites au sein du vaudou, la spiritualité. En Uruguay, il y avait la nation Congo, dont les artistes afro-uruguayens font des récréations maintenant. Et il y a des traditions royales qui perpétuent le sens de la royauté Congo, surtout au Brésil, dans les États comme Minas Gerais, São Paulo. Il y a beaucoup de reines et rois du Congo, des royaumes du Congo qui existent jusqu'à maintenant, au Panama aussi. Et ils appellent le tambour au Brésil ngoma. Je pense que c'est un terme que vous pouvez reconnaître, ngoma, candombe. Et pour parler de façon un tout petit peu plus personnelle, chez nous aux États-Unis, avant les années 60, nous n'étions pas fiers de l'Afrique parce qu'on nous avait dit que l'Afrique était sauvage et nous, on voulait être moderne. On parlait toujours de nos arrière-grand-mères indiennes dans le sens d'autochtones des Amériques. Je connaissais mon arrière-grand-mère, l'autochtone des Amériques. Ce que je ne savais pas était qu'elle s'appelait, son nom de naissance était Amelia Congo. Alors j'ai fait un peu de généalogie
Et j'ai trouvé que son père s'appelait Noah Congo et la mère de Noah Congo s'appelait Maria Congo. Elle est née en 1800 dans l'État de Delaware aux États-Unis. J'ai trouvé tout ça dans les archives nationales des États-Unis. Et j'ai trouvé que dans le premier recensement de 1790, il y a un Congo et j'imagine que c'était le père de Maria Congo. Et je veux ajouter à cela que cette famille, qui s'appelle Congo jusqu'à maintenant, appartenait à une église séparatiste, comme l'église de Simon Kimbangu. Cette église a été créée, c'était la première église séparatiste créée aux États-Unis en 1813, et elle s'appelait à ce moment-là l'église de l'Union des Africains. Ou l'église, maintenant l'église s'appelle l'église méthodiste protestante Union africaine. Alors le terme africain est resté. Il y a une église qui est plus connue et qui a eu un impact, d'abord une église qui est plus grande, qui a eu un impact en Afrique, y compris en Afrique centrale, et c'est l'église méthodiste épiscopalienne africaine, qui a gardé son nom africaine jusqu'à maintenant. Et c'est la première église à laquelle j'appartenais. Cette église a été créée en 1816 par des Africains-Américains qui étaient membres d'une église méthodiste. Et au début, quand ils étaient très peu nombreux, on les permettait de s'asseoir où ils voulaient. Mais quand ils devenaient plus nombreux, un dimanche, pendant la prière, ils étaient agenouillés, et puis il y a des Blancs qui sont venus, qui leur ont dit de se lever et de partir, parce qu'ils étaient devenus trop nombreux. Ils ont dit, ah bon, d'accord, on s'en va, pour de bon. On va créer notre propre église, et ça s'est fait. Et maintenant, il y a deux grandes églises africaines-américaines aux États-Unis, cette église africaine, méthodiste, épiscopalienne, et l'église baptiste. Et l'église africaine, méthodiste, épiscopalienne a créé des universités et plein d'institutions. Le professeur Mbokolo m'a donné plusieurs thèmes, alors je vais essayer de répondre aux thèmes qu'il m'a donnés. Et je vais essayer de mettre l'accent sur les églises indépendantistes quand c'est logique. L'Église, pour nous, a eu deux fonctions principales. D'abord, c'est un lieu d'entretien des éléments d'une identité d'origine africaine visible. La première fois que j'ai vu la transreligieuse, je suis allée à une église baptiste dans le nord des États-Unis, dans une grande ville, et j'ai vu un comportement que je ne reconnaissais pas. Les dames, surtout, commençaient à se lever, à danser, à pousser des cris, et je ne comprenais pas. J'ai demandé ce que c'était, on m'a dit que c'était l'esprit. J'étais un enfant curieux, je voulais savoir qui est l'esprit, d'où vient l'esprit, pourquoi est-ce que l'esprit se comporte comme ça. Et ce n'était qu'en allant au Brésil, à Cuba, en Haïti, au Suriname, à d'autres lieux de la diaspora africaine que j'ai vu le même comportement, et j'ai compris que c'était une continuité de certaines traditions spirituelles africaines où le lien entre le divin et l'humain est si proche que l'esprit, le divin, l'orisha, le vaudou entrent dans le corps de la personne. Et la personne danse, une danse cosmique. 1 minute pour saluer l'entrée du chef. Merci. Merci bien, Son Éminence. Oui, alors je parlais de l'Église comme un lieu de perpétuation d'une identité d'origine africaine.
C'est aussi un lieu d'entretien de la musique. Vous connaissez tous certainement la musique africaine-américaine, les négros spirituels qui sont à la base de beaucoup de la musique populaire des États-Unis. Les institutions religieuses ont aussi servi de lieu de lutte pour l'émancipation. On avait un prophète, Nat Turner, qui était considéré comme terroriste par les esclavagistes blancs, mais il était considéré comme héros pour les esclavagisés africains-américains. Et il a eu une vision où Dieu lui a montré une scène où il voyait des esprits noirs et des esprits blancs qui luttaient. Et il a compris que sa mission était de lutter contre l'esclavage. On lui a dit dès petit qu'il ne ferait pas un très bon être esclavagisé parce qu'il pensait trop, il analysait trop, et il avait des visions qui lui venaient du divin. Et alors en 1834, lui, il a organisé une soixantaine d'Africains-Américains et ils ont commencé à s'attaquer à leurs oppresseurs. Ils en ont tué pas mal, une soixantaine aussi. Et bon, évidemment, c'était la période de l'esclavage aux États-Unis. En fin de compte, on l'a exécuté, mais c'était un de nos prophètes importants. Et le fait qu'il ait pu organiser tous ces gens, ça a d'abord créé une certaine peur du côté des esclavagistes et un certain courage du côté des Africains-Américains en esclavage. Pour parler un peu plus récemment de quelqu'un qui n'était pas prophète, mais qui a utilisé la spiritualité et l'Église comme base d'émancipation, en 1950, Martin Luther King, vous le connaissez tous, lui, il a commencé à être connu à partir d'un acte qui a eu lieu dans une église, dans ce cas-ci baptiste, qui était le boycott de la ville de Montgomery, en Alabama. C'était pendant la ségrégation raciale, toutes les institutions étaient ségrégées, y compris le transport public. Alors, l'événement qui a déclenché le mouvement des droits civiques était, peut-être que vous connaissez ça, Rosa Parks, une dame très respectable. Elle était dans un bus, elle était assise devant. Le chauffeur blanc lui a dit de s'asseoir à l'arrière, de se mettre à sa place, et elle a dit non, je ne me lève pas. On l'a mise en prison et le même soir, il y a eu un rassemblement de la communauté africaine-américaine dans une église baptiste, Dexter Avenue. Et c'est là où ils ont décidé de boycotter les bus. Alors ils ont décidé dans l'église, parce que l'église était un centre de rassemblement, un centre d'organisation pour les Africains-Américains, ils ont décidé, bon, si on ne peut pas voyager où on veut, on ne vous donne pas notre argent. Et c'était le début de l'utilisation du pouvoir d'achat pour changer la situation sociale, sociopolitique, socio-économique des États-Unis. Et c'est grâce à ce rassemblement que Martin Luther King a commencé à être connu. C'était ce soir-là à Dexter Avenue Baptist Church. Je vous disais que l'Église méthodiste africaine-américaine a des universités. Aux États-Unis, grâce à la ségrégation raciale, a eu des effets qui n'étaient pas négatifs pour nous aussi, parce qu'on a été obligé d'avoir une société parallèle. Et l'Église et les prédicateurs étaient un peu le centre de ces communautés séparées. Alors, il y a des universités méthodistes africaines-américaines, on a plus de 100 universités africaines-américaines, et il y a des églises méthodistes, baptistes, et il y a une église baptiste à New York qui s'appelle d'abord Abyssinie, alors l'identification avec l'Éthiopie, et c'est le centre le plus important de développement communautaire dans la communauté d'Harlem aux États-Unis. Ils ont des immeubles, ils ont des projets anti-drogue, des projets de santé. Alors l'Église n'a pas uniquement des fins spirituelles. L'Église, chez nous, l'Église africaine-américaine a beaucoup d'objectifs sociaux et sociopolitiques, socio-économiques aussi. Le professeur Mbokolo m'a demandé de parler aussi de quelques grands moments de solidarité entre Africains-Américains des États-Unis et
l'Afrique. Alors, je me suis demandé, bon, c'était quand? Alors, je pensais au grand moment où il y a eu des mouvements de masse, mais il y a eu beaucoup de grands moments. Hein? À la réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mouvements. D'abord, aux États-Unis, jusqu'au milieu du 19e siècle, les institutions africaines-américaines avait tendance à s'appeler africaine. Il y avait à Boston, il y avait l'école libre africaine. Il y avait des sociétés d'aide mutuelle qui s'appelaient africaines. Je vous ai parlé de l'église qui s'appelle africaine. Et qu'est-ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle? D'abord, l'émancipation. Et quand les Africains-Américains ont été émancipés de l'esclavage ou se sont auto-émancipés de l'esclavage, parce qu'il y avait ça aussi, et c'est très important de souligner, les États ont dit, bon, vous pouvez être libre, mais pas ici. Alors, la société américaine, la société américaine de la colonisation a été créée pour débarrasser les États-Unis de cette présence africaine, afro-africaine-américaine qui avait été utile pendant que leur rôle était comme travailleurs esclavagisés, mais comme hommes et femmes libres, non, ce n'était pas commode. Alors, il y a eu d'abord la création de Liberia. La capitale Monrovia porte le nom du président Monroe, qui était président pendant cette époque d'essayer de se débarrasser, où le pays a essayé de se débarrasser des Africains-Américains. Mais il y avait aussi des Africains-Américains qui aimaient l'idée de revenir en Afrique. Et c'est une tendance qui a toujours existé, qui a commencé à être mise en œuvre en 1811. Quand Paul Kofi, le nom Akan du Ghana, Côte d'Ivoire, le nom est resté aux États-Unis. Il était un Africain-Américain libre, assez riche, il avait des bateaux, et en 1811, il est venu en Afrique, il est allé à ce qui sont maintenant Libéria et Sierra Leone pour voir la possibilité de créer une colonie d'Africains-Américains. Et il a fait plusieurs voyages, il a amené des familles qui se sont établies là-bas, au Libéria et au Sierra Leone. Alors, cette idée de retour en Afrique a existé depuis assez longtemps. Le plus grand mouvement de retour en Afrique était le mouvement de Marcus Garvey aux années 20 aux États-Unis. Lui, c'était un Jamaïcain qui est venu aux États-Unis et qui a créé le plus grand mouvement de mobilisation africaine-américaine dans l'histoire du pays, dans l'histoire des États-Unis. Alors, l'idée de revenir en Afrique était là, mais la possibilité n'y était pas. Il a acheté un bateau qui s'appelait la ligne de l'Étoile Noire, dont le nom de la place principale d'Accra au Ghana, Étoile Noire, la place de l'Étoile Noire, et son idée était de créer des liens entre l'Afrique et la diaspora africaine, pas uniquement les États-Unis, parce qu'il a eu des centres ailleurs. Il y a toujours une maison à Costa Rica qui porte son nom, qui était la base de son institution. Bon, les États-Unis n'aimaient pas cette idée, alors il a eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement des États-Unis qui n'était pas tellement positif envers ce rapprochement des Africains et des Africains-Américains. Le prochain mouvement de retour en Afrique était au Ghana de Nkrumah. Nkrumah a appris son panafricanisme aux États-Unis, comme pas mal d'Africains ont appris leur panafricanisme dans la diaspora africaine. Et les fondateurs des premiers congrès panafricanistes étaient des gens de la diaspora africaine, surtout Du Bois, William Du Bois des États-Unis, un des grands intellectuels des États-Unis du XXe siècle, qui, à la fin de sa vie, est devenu citoyen du Ghana, qui est enterré au Ghana.
Pendant les années 20, un des autres grands intellectuels africains-américains du XXe siècle a créé l'Association pour l'étude de la vie et l'histoire africaine-américaine, Carter G. Woodson, qui est considéré comme le père du mois. Le mois de février est le mois de l'histoire africaine-américaine aux États-Unis, et c'est lui qui en était le créateur. Il a créé une maison d'édition. Et cette institution qu'il a créée est notre plus vieille institution intellectuelle africaine-américaine aux États-Unis, qui a presque 100 ans maintenant. Pendant les années 30, alors j'ai commencé à penser en décennies, hein, et ça m'est venu comme ça. Je n'ai pas fait de la recherche dans les livres, c'est la vie. Arturo Alfonso Schomburg, un afro-puertoricain, a demandé à son professeur, quand il était petit à Puerto Rico, il a demandé où est l'histoire des Noirs. Et son prof lui a dit qu'il n'y en avait pas, que les Noirs n'avaient pas d'histoire. Bon, on m'a dit ça aussi à mon université. J'étais la négresse de ma promotion dans une université de l'élite blanche, et on m'a dit que nous, on n'avait rien contribué à la civilisation. C'était avant que je ne sache que l'origine des êtres humains était en Afrique. Mais alors Schomburg, il n'aimait pas ne pas avoir d'histoire, il n'aimait pas ne pas avoir de culture. Alors il a commencé à faire de la recherche, il est devenu bibliophile, et sa collection de livres, d'images, est devenue la base de ce qu'est maintenant le Centre Schomburg pour la recherche en culture noire. Schomburg Center for Research in Black Culture. C'est l'archive et la bibliothèque la plus importante sur la diaspora africaine et l'Afrique au monde, grâce à cet afro-puertoricain. Ça existe toujours, c'est à Harlem, et c'est un lieu merveilleux. Pendant les années 50, un prédicateur africain-américain protestant, son église s'appelait l'Église du Maître, a créé un organisme qui s'appelle Opération Carrefour Afrique. Et son idée était de créer une façon, un moyen pour que les jeunes, les universitaires, africains, américains et autres, puissent venir en Afrique pour participer au processus de développement, plutôt que de faire du tourisme banal, hein, qui pouvait faire quelque chose. Et cette institution, Opération Carrefour Afrique, était la base de la création du Corps de la paix des États-Unis. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était l'origine. Il y a une autre institution qui a été créée aussi pendant les années 50, qui était la Société américaine pour la culture africaine, qui a été créée. L'inspiration était la Société africaine de la culture d'Alioune Diop, qui était la base du premier congrès des écrivains noirs à Paris en 1956. Et c'est la base de la maison d'édition Présence africaine, la librairie Présence africaine et toute cette dynamique. Alors, AMSAC, American Society for African Culture, la Société américaine pour la culture africaine, était la première institution qui a créé des liens entre les nouveaux États africains et les leaders, artistes, intellectuels africains-américains. Quand, par exemple, les Africains ont ouvert des ambassades à Washington et des missions à l'ONU, c'est AMSAC qui organisait des événements pour des présidents, premiers ministres africains. Et par exemple, Miriam Makeba est venue aux États-Unis pour la première fois dans le contexte de cette institution, la Société américaine pour la culture africaine. Hugh Masekela, le ballet africain de Guinée, le ballet de Fodebo Keita, ils sont tous venus aux États-Unis grâce à cette institution qui existait pour créer des liens entre Africains et Africains-Américains. Cette institution aussi a participé au premier festival des Arts Nègres à Dakar en 1966. C'est cette institution qui a organisé la délégation afro-états-unienne en 1966. Des gens comme Langston Hughes, Duke Ellington, les musiciens, les écrivains, des politiciens aussi. Pendant les années 70, il y a eu la sécheresse au début des années 70 au Sahel. Et une
institution africaine-américaine a été créée qui s'appelle Africare et jusqu'à maintenant, c'est la plus importante institution de développement pour l'Afrique aux États-Unis. Il y a une association de femmes africaines-américaines qui a aussi fait des projets de développement dans plusieurs pays africains, mais ce n'est pas le but de cette institution. C'est le Conseil national des femmes de couleur, National Council of Negro Women. Mais Africare continue, ils sont dans beaucoup de pays en Afrique. Pendant les années 70 aussi, on a eu le phénomène de Roots, Racines, ce livre écrit par Alex Haley. Avant Roots, on nous avait dit que nous ne pouvions pas remonter l'arbre généalogique pour trouver nos origines en Afrique. D'abord, on nous disait qu'on ne voulait pas, mais même si on voulait, ce n'était pas possible. Alors, Alex Haley nous a montré que que c'était possible de retrouver nos ancêtres africains, savoir d'où nous étions en Afrique. Et la série Racines était la série télévisée qui a attiré le plus grand public dans l'histoire de la télévision aux États-Unis. Il y avait des restaurants qui se fermaient parce que personne ne sortait de chez lui. Personne. Et je ne parle pas uniquement des Africains-Américains. C'était un phénomène de tout le monde aux États-Unis. Pendant les années 80, il y a eu la lutte contre l'apartheid aux États-Unis aussi. Et il y a eu plusieurs institutions qui ont été fondées autour de cette lutte. Comme par exemple Transafrique, qui est un groupe de pression pour l'Afrique, pour la Caraïbe et maintenant aussi pour les Afro-Latino-Américains et Caribéens. Mais ils étaient à la base du désinvestissement de l'argent des institutions américaines en Afrique du Sud. Alors c'était une continuation de la même idée d'utiliser le pouvoir d'achat pour faire des changements. La même idée qui a été mise en œuvre pendant le boycott de Montgomery, qui a fait la promotion de Martin Luther King pendant les années 50. Alors c'était le même principe. On utilise, nous, Africains-Américains, on a un pouvoir d'achat énorme que parfois on dirige vers certains buts et ça a un impact. Il y a eu aussi, comme partie de cette lutte anti-apartheid, plusieurs institutions créées par le révérend Sullivan. Lui, c'était aussi un prédicateur, baptiste, je crois, et il a mobilisé son église à Philadelphie pour ne pas acheter dans des magasins, par exemple, qui ne donnaient pas d'emploi aux Africains-Américains. Si on ne peut pas travailler, on n'achète pas. L'utilisation du pouvoir d'achat, mais tout mobilisé à travers une institution religieuse. Pendant les années 80, lui, il a commencé et il a un peu ouvert la porte pour les Africains-Américains pour faire partie des conseils d'administration des grandes sociétés, comme les sociétés de construction de voitures, par exemple. Il faisait partie du conseil de General Motors, qui fait je ne sais pas quelle voiture, mais plusieurs voitures américaines. Et en tant que tel, il a créé ce qui s'appelle les principes Sullivan pour l'Afrique du Sud. Et les principes Sullivan disaient que ces sociétés, les sociétés états-uniennes qui avaient des bureaux en Afrique du Sud devaient traiter tous les employés sur le même pied d'égalité, comme était la loi aux États-Unis, alors que les lois états-uniennes devaient contrôler leur comportement en Afrique du Sud. Alors, ces sociétés devaient employer des Africains au même titre que les Blancs d'Afrique du Sud. Ça, c'était les principes Sullivan. Il a aussi organisé des sommets à partir de 1991. Il a organisé le premier sommet de chefs d'État africains et leaders africains-américains en Côte d'Ivoire en 1991. Il y a eu un autre sommet en 1993 au Gabon et tous les 2 ans, il y a un sommet. Il y en a eu au Zimbabwe, au Nigeria, au Sénégal aussi, je crois.
Nous avons eu aussi des changements. Je vous ai dit que jusqu'au milieu du 19e siècle, les institutions africaines-américaines souvent s'appelaient africaines. Alors nous avons eu plusieurs changements de nomenclature. Au milieu, quand les États-Unis ont décidé de se débarrasser de nous, des leaders ont décidé qu'il fallait qu'on se débarrasse de ce terme africain, parce que ce n'était pas bon pour notre intégration, assimilation aux États-Unis. Alors, la communauté africaine-américaine a commencé à s'appeler gens de couleur, colored, ou bien négro, noir. Et pendant les années 60, avec l'arrivée des étudiants africains, des diplomates africains, et aussi avec l'intégration des universités, des grandes universités, on était là symboliquement avant. Il y avait une exception. Je vous ai dit que j'étais la négresse de ma promotion dans mon université. Mais pendant les années 60, comme fruit de la lutte pour les droits civiques, on a commencé à forcer les portes de toutes les institutions et on a commencé à être représenté. On a commencé à constituer une masse critique. Et on a demandé des cours sur nous parce que quand on est arrivé dans ces universités, on s'est rendu compte qu'on était là comme corps, mais on n'était pas là, on ne faisait pas partie du curriculum de ce que nous devions apprendre. On n'était pas dans les livres, on n'avait pas de professeurs, il n'y avait pas de cours sur nous. On a commencé à demander et puis à exiger des cours, plus d'étudiants africains-américains, des profs africains-américains, des centres d'études africains-américains, des cours, et on a eu gain de cause. Résultat, il n'y a aucune bonne université aux États-Unis maintenant qui n'a pas un département, un centre d'études africaines et africaines-américaines. Parfait. Alors, on a changé tout le paysage intellectuel des États-Unis grâce au mouvement de droits civiques et post-droits civiques aux États-Unis des années 60. Et nous avons commencé à nous appeler Afro-Américains, ce qui a évolué en 1988 à Africain-Américain. Alors, l'identification y était. Il y a au sein du Congrès des États-Unis le groupe des députés africains-américains, Congressional Black Caucus. Et depuis leur création pendant les années 60, ils ont défendu des causes de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours un comité pour l'Afrique au mois de septembre. Ils font une conférence qui dure à peu près une semaine et il y a toujours la présence des diplomates africains. Il y a toujours des thèmes sur l'Afrique et sur la diaspora africaine. Je viens de recevoir un email d'un député qui m'a demandé de donner le coup d'envoi à un panel sur les Afro-Latino-Américains. Et mon collègue Celio Alvarez d'Honduras, qui a parlé du sommet des Afro-descendants qu'il organise à Honduras en août, il a parlé de l'année que l'ONU nous a accordée, l'année des Afro-descendants, mais il y a eu une résolution faite au Congrès des États-Unis par un député africain-américain, membre de ce groupe, en 2003, où il demandait l'année des Afro-descendants. Alors l'ONU a eu un peu de retard, mais bon, ils y sont arrivés quand même. Il y a une autre institution, l'association pour le chemin de la diaspora africaine, disons, ou le chemin de l'héritage de la diaspora africaine. C'est une institution créée par la plus vieille agence de voyage africaine-américaine qui a organisé la délégation africaine-américaine qui est allée à la fête de l'indépendance du Ghana en 1957. Et maintenant, ils organisent des conférences, des voyages pour recréer des liens entre l'Afrique et la diaspora. La dernière fois que le groupe s'est réuni, c'était en Tanzanie, il y a 2 ans. Au niveau de la diaspora même, depuis 1967, il y a des rassemblements. Le premier rassemblement était à Cali, en Colombie, en 1967, organisé par un Afro-Colombien, un Afro-Brésilien. Et c'était el primer congreso
primer Congreso Negro de las Américas, le premier congrès noir des Amériques. Et présent, il y avait des Sénégalais et des Nigérians. Je ne pense pas qu'il y ait eu une présence de l'Afrique centrale. Moi, j'ai organisé un colloque en 1996 où on parlait des contributions de l'Afrique à la création du monde moderne, et pas uniquement des États-Unis, hein, mais de tout le monde atlantique. Il y a aussi des efforts en Afrique pour nous rassembler. Au Burkina Faso, par exemple, sous Thomas Sankara, il y avait l'Institut des peuples noirs qui était un rassemblement africain et des gens de la diaspora africaine. Aussi au Burkina, et c'est intéressant que le Burkina ait pris tant d'initiatives dans ce processus. Le Festival panafricain de cinéma, depuis au moins une vingtaine d'années, a une présence de la diaspora africaine. Il faut dire que de l'autre côté du fleuve, il y a aussi le Festival panafricain de la musique, qui depuis quelques années, je sais que, personnellement, je sais que depuis au moins 8 ans, il y a une présence de la diaspora africaine. Bon, alors, avant que je ne vienne, quelques amis m'avaient dit que les Africains-Américains des États-Unis ne s'intéressaient plus beaucoup à l'Afrique. Et j'ai dit, ah bon, je ne sais pas. Moi, je viens en Afrique depuis que j'avais 19 ans. Alors, l'Afrique fait partie de la plupart de ma vie. Il m'est difficile de penser que nous ne pensons pas beaucoup à l'Afrique. Mais quand ils m'ont dit ça, je me demandais si c'était vrai. Et bon, pour le moment, maintenant, il n'y a plus un grand mouvement. Il y a des hauts et des bas de la conscience de l'Afrique chez nous, aux États-Unis et dans la diaspora, aux Amériques en général. Un des hauts était, après Racine, il y avait des voyages, beaucoup de voyages touristiques vers l'Afrique. En principe, ces voyages allaient en Gambie, où Alex Haley, l'auteur de Racine, a trouvé ses ancêtres. Sauf que, parfois, on n'arrivait pas jusqu'en Gambie parce qu'il fallait passer par le Sénégal et beaucoup de gens sont restés au Sénégal. Alors, jusqu'à maintenant, il y a pas mal de tourisme de Racine. Surtout au Sénégal, au Ghana aussi. Il y a des endroits avec qui on a plus de liens qu'avec d'autres, malgré les origines culturelles que nous avons. Alors, ma conclusion est que d'abord, il y a un poète afro-cubain, Nicolas Guillen, qui a écrit un poème qui s'appelait Mes deux grands-pères, où il parlait de son grand-père espagnol et son grand-père africain. Et la partie que j'ai retenue de son poème, c'est le refrain « Sin conocernos nos reconoceremos » « Sans se connaître, on se reconnaîtra ». Et ce que j'ai trouvé, et puis il cite une liste de comment nous allons nous reconnaître, par quoi, par quel signe, par quel comportement nous nous reconnaîtrons. Alors, personnellement, comme personne et comme chercheur, je trouve que sans être venu en Afrique, je n'aurais jamais compris la société africaine-américaine des États-Unis dans laquelle j'ai grandi. Sans voyager dans la diaspora africaine aux Amériques et ailleurs. Maintenant, quand je parle de la diaspora africaine, j'inclus l'Inde, où j'étais chez les Afro-Indiens, j'inclus les îles Mascarenes, Réunion, Seychelles, île Maurice, où j'ai trouvé énormément de similitudes avec tout le reste que je connais de la diaspora africaine aux Amériques. Alors, je pense que ma conclusion, c'est que l'Afrique a besoin de connaître sa projection mondiale. Et une bonne partie de cette projection mondiale est aux Amériques et dans le reste de la diaspora. Je pense que c'est bien que l'Afrique connaisse tout ce que les Africains et les Afro-descendants ont contribué à la création des Amériques et de tout le monde atlantique. Et je pense que notre ignorance autour de ce thème ne nous sert pas. Parce que si on ne connaît pas le rôle de l'Afrique dans la création de ce monde atlantique, on ne comprend pas le monde atlantique. On ne comprend pas le déséquilibre de pouvoir dans le monde atlantique. On ne comprend pas
pourquoi il y a ceux qui définissent des réalités et d'autres qui subissent les définitions des autres. Hein? Et tout ça a à voir avec les rapports entre l'Afrique et le reste du monde atlantique. J'ai fait... on m'a présenté comme ethnologue en voie de devenir cinéaste. Et j'ai fait 2 films pour lesquels j'ai apprécié les réactions. Il y en a un qui s'appelle L'Afrique éparpillée, basé sur ce qu'a dit Joseph Kizerbo, historien de Burkina Faso. Il a dit que l'Afrique est comme Osiris, roi de l'Égypte ancien, qui a été coupé en morceaux par son rival Seth, et ces morceaux ont été distribués à travers la terre. Mais Isis, la reine Isis, a utilisé ses pouvoirs divins pour trouver chaque morceau d'Osiris et elle l'a enterré où elle l'a trouvé. Et Osiris est devenu le dieu de la résurrection. Alors moi, je fais l'analogie entre ces morceaux d'Osiris, je suis Joseph Kizerbo en faisant ça, ces morceaux d'Osiris et la diaspora africaine. Alors j'ai fait ce film et quand les gens de la diaspora africaine voient le film, ils s'étonnent de reconnaître beaucoup de choses de chez eux, chez les autres. J'ai montré le film, par exemple, à l'île Maurice, dans l'océan Indien, et je pensais qu'ils allaient dire « Oh, mais tout ça, c'est loin, ça n'a rien à voir avec nous. » Au contraire, ils trouvaient que ça avait tout à voir avec eux. Et j'ai fait un autre film pour le projet La Route de l'esclave de l'UNESCO, qui s'appelle Les routes de l'esclave, une vision mondiale, qui va au-delà des Amériques, où on voit des Afro-Indiens, on voit des Afro-Émiratis, on voit l'autre côté de cette diaspora, ainsi que la diaspora aux Amériques. Alors une dame, j'ai montré les 2 films ensemble, et je les ai montrés dans le contexte de ce que je vous ai dit, est notre plus vieille institution intellectuelle, l'Association pour l'étude de la vie et l'histoire africaine-américaine. Et une dame, c'était pas une grande intellectuelle, c'était une dame normale. Elle se levait et elle a dit « Il faut que je parle ». D'accord. Elle a dit « Je ne suis plus la même personne que j'étais quand je suis entrée dans cette salle il y a 2 heures. J'ai été transformée. C'est comme si j'ai été baptisée. Les gens que vous nous avez montrés, avant, je les voyais comme des étrangers, comme des immigrés, comme les autres. Maintenant, je les vois comme nous. Et c'est ma conclusion. C'est ce que moi j'ai découvert dans mes voyages en Afrique et dans la diaspora, dans mes voyages comme personne, dans mes recherches comme ethnologue, et maintenant comme mes efforts de partager ces réalités avec un plus grand public. Et on dit cela. La prophétie du prophète Simon Kimbangu a dit que les Africains-Américains, que nous allions revenir pour aider à construire l'Église, m'a dit le recteur de l'université Kimbangu. Et j'ai dit, mais l'Église est déjà construite, hein? Nous ne pouvons pas construire l'Église. Il a dit, oui, mais c'est pas fini, il y a beaucoup plus à faire. Alors, je n'ai pas amené de briques pour aider à construire l'Église, mais j'ai amené des livres pour la bibliothèque de l'université Simon Kimbangu. Un livre qui est le résultat, je vous ai dit que j'avais organisé un congrès, c'était avec l'aide d'UNESCO, sur les contributions de l'Afrique et des Afro-descendants à la création du monde moderne. Alors, je vais offrir un livre qui s'appelle Racines africaines, culture américaine, au pluriel, l'Afrique dans la création des Amériques à l'université, ainsi qu'un autre livre sur l'église ariste en Côte d'Ivoire, pour que les Kimbanguistes puissent se comparer avec les aristes s'ils veulent. Et je viens de terminer encore un livre avec des Afro-Sud-Américains, quelques-uns dont l'existence est niée, mais malgré le fait que selon l'encyclopédie ils n'existent pas, ils ont quand même écrit des articles sur leur réalité et sur leur connexion historique et présente avec l'Afrique, et c'est écrit de leur propre point de vue. Alors ça s'appelle
en español, conocimiento desde adentro, los afro-suramericanos hablan de sus pueblos y sus historias. Connaissance de l'intérieur, les afro-suraméricains parlent de leur peuple et de leurs histoires. Et je pense que vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans, parce qu'ils parlent de leurs origines en Afrique centrale aussi. Alors, à la fin de la séance, j'aurai le plaisir d'offrir ces livres au recteur, le professeur Massamba. Et je vous remercie, et je remercie son éminence de me donner la possibilité de parler un peu de nous et de nos relations perpétuelles avec l'Afrique. Merci bien. Merci Sheila, merci vraiment infiniment. Toujours un plaisir de t'écouter. Nous allons déroger aux habitudes académiques. En principe, une conférence comme celle-là, inaugurale, si on peut l'ainsi, ne donne pas lieu à un débat. Mais comme le professeur Théophile Obenga n'est pas encore dans la salle, pour qu'on puisse meubler les temps, permettez l'expression, nous pouvons nous permettre d'échanger avec Sheila en attendant que le Théophile Obenga nous rejoigne. Je suis toujours en train de l'orienter le professeur Sabakino pour voir s'il s'est annoncé ou pas. On m'a en tout cas dit que le canon avait déjà quitté Brazzaville. Je voudrais également signaler que nous avons dans la salle l'honneur d'être avec, bien entendu, son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, mais également une note de marque, pour ceux qui ne l'ont pas vu le dimanche, le vice-ministre à la culture de l'Angola, qui est parmi nous, qui participe à cette session. Sheila, pour moi, ce que vous nous avez dit, c'est une interpellation. Une interpellation, premièrement, pour mieux connaître ce que nous sommes à travers le monde, plus particulièrement à travers les Amériques, ce que nous sommes, mais également ce que nous y faisons et ce que nous y avons apporté, qui n'est pas toujours connu par beaucoup d'entre nous. Et quand vous dites par exemple que 45% des esclaves sont venus de l'Afrique centrale, et je voudrais bien qu'on s'interroge dans la salle sur comment nous faisons pour honorer la mémoire de ces 45% d'esclaves qui sont partis d'ici. Je pose la question parce que je vis au Sénégal, je vois comment le Sénégal honore la mémoire des esclaves qui sont partis de cette partie du continent. L'île de Gorée, qui est à Dakar, c'est un lieu historique reconnu comme tel par l'UNESCO et qui draine des milliers de touristes chaque semaine, je dirais même, qui viennent pour visiter l'île de Gorée, pour voir comment ces esclaves étaient déportés, la porte de leur revoir, de l'adieu comme ils le disent. Et chaque fois que des touristes viennent et me disent « nous allons à Gorée », je leur dis « allez toujours avec un mouchoir ». Parce qu'il y a toujours des larmes qu'on verse quand on est à Gorée, pour voir comment les choses s'étaient passées à l'époque. De ce côté ici, apparemment, c'est un silence. En tout cas, je ne connais pas personnellement une action quelconque qui a été menée en faveur de ces esclaves partis de cette partie du continent.
Il y a eu, je crois, quelques années, avec le prophète Pasteur Ngoï, je pense, une initiative sur la route des esclaves, si je ne me trompe pas. Bon, je ne sais pas si ça continue, mais voilà une interpellation. La présence des Congos aux États-Unis, Sheila a raison, quand j'étais une fois à Monrovia, on m'a montré le quartier Congo avec K à Monrovia, au Libéria. Et donc, effectivement, nous avons beaucoup, je pense, à nous reprocher par rapport à ça. Une interpellation aussi, quand vous nous décrivez toute cette contribution de l'Église aux États-Unis, Église, en fait, Église fondée par nous. Papa Simon Kimbangu disait, je suis venu pour libérer l'homme noir. Mais l'homme noir, comme dit Sheila, je reprends ton expression, l'homme noir est dispersé. L'homme noir n'est pas que au Congo, il n'est pas que en Afrique. Il est aussi aux États-Unis, il est aussi en Amérique latine. Le professeur Kabengele nous en dira sans doute un mot à propos de l'homme noir au Brésil. On en a parlé avec Honduras, etc. Et donc la libération de l'homme noir doit aussi se faire là où il est, l'homme noir, partout à travers le monde. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça exactement? Je sais qu'on a créé le 51e État d'Afrique, qu'on a du mal à circonscrire politiquement et juridiquement. Mais pour ceux qui ne savaient pas, l'Union africaine a décrété qu'on ait 51 États en Afrique et le 51e État, c'est la diaspora. Mais cette diaspora-là, réellement, qui s'en occupe, comment favorise-t-on sa contribution au développement de l'Afrique? Est-ce qu'on sait où elle est? Est-ce qu'on sait ce qu'elle fait là-bas? Est-ce qu'on sait comment elle est martyrisée là-bas? Nos compatriotes qui vivent en France, en Belgique, etc. Est-ce que si la diaspora est 51e État, il faut bien qu'on sache comment réellement en faire un État d'Afrique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment justement, à travers l'Église, les Noirs ont contribué à toute une série d'actions aux États-Unis. Une église d'émancipation, avec pratiquement certains mots qu'on y retrouve, que nous utilisons, des rites qu'on y retrouve. Et je vois, si je peux me permettre un parallélisme entre le comportement des églises de réveil, dont beaucoup d'entre elles sont plus ou moins d'obédience des églises américaines, dans la façon de faire en tout cas. Elles ont influencé la façon de faire des églises de réveil et nous avons l'impression que ça nous vient de l'Amérique, alors que si on suit bien Sheila, en fait c'est nous qui avons amené ça en Amérique et ça nous est retourné sous d'autres façons. Mais voilà encore une interpellation parce que généralement l'Africain se sous-estime. L'Africain a tendance à se sous-estimer, à ne pas réellement savoir ses potentialités à travers le monde. Quand Sheila nous dit qu'il n'y a pas eu seulement déportation physique, mais il y a aussi eu une déportation des cerveaux. Autrement dit, des personnes qui ont fait de l'Amérique aujourd'hui ce qu'elle est. Est-ce que nous mesurons à sa juste valeur cette réalité-là? Je n'irai pas jusqu'à évoquer les cas
notre premier président africain aux États-Unis, dans quelle mesure on le soutient pour faire l'honneur de l'Afrique, pour que quand même on commence à se rendre compte que oui, ben, on n'est pas que ce qu'on pensait être. Dans quelle mesure on a soutenu Kofi Annan malgré certaines contradictions, mais c'est quand même un Africain qui a dirigé les Nations Unies, etc., etc. On peut continuer à évoquer des cas comme ça. Donc, pour moi, c'est encore une interpellation de mieux connaître le poids de l'Afrique, la contribution de l'Afrique à la marche du monde. Et tous ces mouvements de solidarité qui ont été créés par nos frères et sœurs aux États-Unis pour contribuer au développement de l'Afrique, pour lutter contre l'apartheid, comme elle a dit, et pour lutter contre plusieurs autres problèmes que nous connaissons. Dans quelle mesure sommes-nous en phase avec ce travail? Dans quelle mesure communions-nous, permettez-moi le mot, avec ce travail immense que font nos frères et sœurs aux États-Unis pour être avec nous ensemble dans ces combats? Je m'arrête là pour introduire le débat, parce que je ne vais pas refaire une autre conférence, ce n'est pas ça qu'on m'a demandé. En remerciant vraiment Sheila pour ses interpellations, et en attendant que le professeur Théophile Obenga nous rejoigne, je vous demande de réagir à cet exposé extrêmement intéressant de Sheila. La parole est à qui veut la prendre. Oui? Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Le micro-baladeur. Ça porte? Ça va? Micro-baladeur. Professeur Ngoma Binda. Professeur Ngoma. Merci. Merci, professeur. C'est juste pour savoir, parce que j'étais un tout petit peu distrait, c'est pour savoir le rôle d'un prophète qui est à Washington, je crois, et qui de plus en plus est important. Louis Farrakhan, la nation de l'islam. Je pense que c'est une personnalité, c'est un prophète qui mérite d'être très connu. Il a travaillé, il était compagnon de Malcolm X ou X, et je crois que nous voudrions bien davantage connaître ici en Afrique cette personnalité qui est largement persécutée par une certaine Amérique. C'est tout, merci. Merci, professeur. Très bel exemple. Si les autres intervenants peuvent être aussi courts et précis. Professeur Matuba Mabiala. Moi, je voudrais tout d'abord dire merci à Sheila d'avoir donné une autre image de la diaspora américaine. Il y a quelques années, j'étais à une exposition en Allemagne intitulée « L'Afrique en Amérique ». Alors, en sortant de là, j'étais très triste parce que tout ce que j'ai vu, c'est de montrer les souffrances des Noirs en Amérique, comme esclaves et comme descendants d'esclaves. Alors, ce que j'ai aimé ici, c'est que vous avez positivé la présence des Noirs aux États-Unis et à travers le monde. Et toutes ces initiatives qu'on prend maintenant pour mettre les ponts entre l'Afrique et l'Amérique. Alors, cette notion de projection du monde, projection de l'Afrique dans le monde et dans le monde atlantique, je crois que c'est une notion qui mérite d'être approfondie et qui mérite des actions concrètes et des recherches et des dialogues inter-afro-américains
de telle manière que nous puissions nous approprier ces processus de projection. Alors, ce que j'ai aimé aussi dans ce que vous avez dit, c'est la question de conceptualisation du monde. Si on ne conçoit pas soi-même, celui qui conçoit le monde détermine l'avenir du monde. Ne subit pas les concepts du monde, la globalisation, toutes ces notions qui sont modernes, sont conçues, conceptualisées ailleurs. Et je crois qu'il est important de montrer qu'il y a eu des Africains, des Afro-Américains surtout, qui ont conceptualisé le monde, comme de Washington, qui déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, critiquait les processus qui s'est passé au Congo, à l'État indépendant du Congo à l'époque. Je crois que tous ces événements historiques, nous devons de plus en plus en parler en action de coopération interuniversitaire, de dialogue interuniversitaire. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci, professeur Mabiala. Je viens au milieu. Intervention. Oui? Oui? Excusez-moi, présentez-vous, s'il vous plaît. Le micro. Passez-lui le micro. Merci, madame, pour votre brillant exposé que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Ma question, c'est celle-ci. En 1887, je dis bien en 1887, naissait en Jamaïque, à Kingston, un certain Josiah Marcus Garvey, que vous devez certainement connaître. Marcus Garvey, en 1914, va déclarer ceci. Lorsque vous verrez un noir couronné en Afrique, ce noir sera le sauveur du monde. Alors, à l'avènement de Négus Haïlé Sélassié, beaucoup de chercheurs d'Africains avaient cru que ce noir était bel et bien lui. Mais avec son départ, voyant comment il a été chassé de son pays avec son cortège de malheur, les regards s'étaient tournés ailleurs. Aujourd'hui, nous célébrons la libération de Papa Simon Kimba, dont d'ailleurs le thème central s'intitule « L'homme, son œuvre et sa contribution au processus de libération de l'homme noir ». Ma question est de savoir, en dehors de Marcus Garvey, est-ce qu'il y a d'autres intellectuels, d'autres chercheurs, d'autres penseurs hors de l'Afrique, parce que vous avez beaucoup voyagé, hors de l'Afrique, qui ont cette perception de cette puissance spirituelle qui réside ici en Afrique, pour lequel on s'attend qu'elle puisse sauver l'humanité, comme Marcus Garvey l'a dit. Je vous remercie. Merci. Au milieu encore? Non. Je vais à droite. Y a-t-il? Ok. Sheila, des éléments de réponse? Oui. Oups. Farrakhan. J'ai décidé de ne pas parler des musulmans parce que j'aurais été obligée de parler aussi d'autres groupes. Et c'était plus facile de rester au sein du christianisme et surtout qu'il y a une ligne droite. Mais les musulmans noirs ont aussi, au XXe siècle, ont eu un impact important, moins que les chrétiens, parce qu'ils sont moins nombreux. Mais pendant les années 20-30, il y a eu plusieurs nouveaux mouvements religieux au sein de la communauté africaine-américaine, qui étaient des mouvements identitaires et sociopolitiques. Et le mouvement qui a le plus duré, qui a pris le plus d'envergure, c'est effectivement la Nation de l'Islam, fondée par Elijah Muhammad. Et vous connaissez, bon, la personne la plus connue était Malcolm X, qui se scindait du mouvement d'Elijah Muhammad. Et maintenant, le successeur est Farrakhan. Les musulmans noirs
Bon, ils ont eu des activités semblables aux églises séparatistes chrétiennes, parce que c'est leur origine. J'ai entendu un discours de Farrakhan qu'il a fait dans une église baptiste à Washington. Une église baptiste qui a aussi des projets de développement dans la communauté africaine-américaine. Une église baptiste qui a un sens très panafricaniste. Disons par exemple un mural de comment est-ce qu'on appelle ça? La dernière scène, le dernier dîner de Jésus. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Merci. Bon, il y a une peinture de cette scène et les membres du dîner sont des leaders africains et africaines-américaines. Il y a Marcus Garvey, il y a Mandela, il y a des femmes, il y a Harriet Tubman qui a amené beaucoup de gens en esclavage dans le sud des États-Unis à la liberté du Nord. Il y a Sojourner Truth, une autre femme qui était leader de l'émancipation africaine-américaine. Alors, il y a des Africains, il y a Nkrumah, je ne sais pas, Malcolm X est là, Du Bois, le grand intellectuel, il est là aussi. Alors, ce n'est pas étrange que Farrakhan aurait fait un discours dans cette église baptiste. Alors, les musulmans noirs, ils ont été très efficaces, surtout parmi les gens marginalisés, frustrés peut-être par l'Église chrétienne, qui ne leur donnait pas ce qu'ils cherchaient, qui ne leur donnait pas une identité qu'ils trouvaient utile. Ils ont créé des écoles, ils avaient des restaurants, des usines, un journal qui existe jusqu'à maintenant. Mais le poids chrétien est très important chez nous, dans la communauté africaine-américaine. Alors, il y a des membres de la communauté africaine-américaine qui ont appris à être anti-islamiques et alors qu'ils sont contre la nation de l'islam. Mais ils se portent toujours bien, la nation de l'islam se porte toujours bien. Farrakhan a organisé il y a une dizaine d'années ce qui s'appelait la marche d'1 million d'hommes. Et je ne sais pas s'il y avait 1 million d'hommes, mais je sais qu'énormément d'hommes africains-américains ont convergé à Washington et ils ont créé une dynamique positive. Il y a eu des projets positifs pour la communauté africaine-américaine qui ont été le résultat de ce phénomène organisé par l'imam, je pense qu'on l'appellerait Farrakhan. Sauf que il y a aussi une opposition. Et je me souviens qu'à ce moment-là, Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque et qui était assez favorable envers la communauté africaine-américaine, est venu à l'Université de Texas, où j'enseignais pour le moment. Et j'avais l'impression qu'il voulait s'absenter de Washington ce jour-là et il n'a pas prononcé le nom de Farrakhan, mais il a dit du mal de quelqu'un pour qu'on sache de qui il parlait. Alors il y a une certaine opposition. Mais toujours est-il que les musulmans noirs continuent à faire du bien au sein de la communauté. Ils continuent à être une base de dignité pour un élément de la communauté africaine-américaine qui ne trouve pas ce qu'il cherche dans les églises chrétiennes. Alors, il y a beaucoup de variété chez nous. La positivisation de l'image de la diaspora africaine. Merci beaucoup. Quand j'ai organisé le colloque que j'ai organisé à l'Université de Texas avec l'aide de l'UNESCO, et c'était dans le contexte de l'année internationale de tolérance des Nations Unies. Et c'était avant que les États-Unis ne retournent à l'UNESCO. Alors c'était assez intéressant. Quand j'ai invité des gens, je me souviens d'avoir invité un Afro-Uruguayen qui, selon l'encyclopédie britannique, n'existe pas, mais il est venu quand même. Il voulait parler de l'oppression
des Afro-Uruguayens. Et je dis, mais tout le monde pouvait raconter la même histoire. Alors, je ne t'invite pas pour venir pleurer. J'ai demandé que tu parles des apports des Afro-Uruguayens à la nation uruguayenne. Et je sais que l'Uruguay n'est pas un pays auquel on pense beaucoup. C'est un petit pays que beaucoup de gens considèrent comme une banlieue d'Argentine, ce que les Uruguayens n'aiment pas, bien sûr. Mais si on demande quel est le phénomène culturel qui définit l'Uruguay, ce phénomène culturel s'appelle candombe. Candombe. Et je pense que c'est un mot que vous connaissez mieux que moi, hein, vous bantouphones. Et je parle de toute la société uruguayenne. Alors, c'est l'identité nationale d'Uruguay qui a été contribuée par les afrodescendants. Alors, un problème quand on parle de l'image positive de la diaspora, c'est que nous-mêmes, on n'a pas appris ça. On n'a pas appris nos réalités positives. Quand je parle du transfert de technologie, de la fuite de cerveau de l'Afrique aux Amériques, beaucoup d'afrodescendants disent « Ah, on ne savait pas. » La démographie. Et je ne vous ai pas cité les chiffres. J'ai oublié de vous citer les chiffres. Les chiffres m'ont étonné. Parce que nous, aux États-Unis, on nous dit que nous sommes une petite minorité opprimée. Il y a des minorités encore plus petites opprimées. Le Brésil a une majorité d'Afro-Brésiliens selon le recensement de 2010. Parce que maintenant, avant le Brésil, soi-disant démocratie raciale, où les afrodescendants avaient appris qu'ils étaient opprimés parce qu'ils étaient pauvres et ils n'avaient pas suffisamment bien appris qu'il y avait une correspondance entre négritude et pauvreté. Alors maintenant, ils sont le premier pays africain des Amériques. Mais alors, où nous sommes une minorité, où une afro-brésilienne caractérisait les afro-brésiliens comme une majorité minoritisée, parce qu'ils ne sont pas la minorité. Mais nous n'avons pas appris notre histoire, nous n'avons pas appris nos contributions, nous n'avons pas appris nos apports, nous avons appris que nous sommes opprimés. D'abord, comme je n'arrive pas à limiter mon identité aux frontières des États-Unis, aux Amériques, nous sommes plus de 200 millions d'êtres humains. Alors, nous sommes à peu près 20% de la population du continent africain. Si nous voyons ces chiffres, ça nous donne une autre identité. Et si on pense à la création des Amériques, entre 1500 et 1800, de 6 500 000 personnes qui ont traversé l'océan Atlantique pour les Amériques, 5 600 000 étaient africains, 1 million étaient européens. Étant donné le génocide des autochtones des Amériques, ça veut dire que pendant 300 ans, des 500 ans de l'histoire des Amériques modernes, le gros de la population était africaine et afrodescendante. C'est très important, il me semble. Et on peut dire oui, mais ils étaient esclavagisés. Je ne sais pas si vous auriez constaté que je n'ai pas utilisé le terme esclave. Aimé Césaire, père de la négritude, a dit que l'esclave est une chose, ou une personne qui a été chosifiée. Mais est-ce que les choses créent la première république indépendante noire des Amériques, c'est-à-dire Haïti? La première république au monde qui a aboli l'esclavage et qui a dit que tous les citoyens sont citoyens, tous les habitants sont citoyens, Haïti. Alors, je considère que l'esclavage était une condition, ce n'était pas la totalité des êtres humains esclavagisés. Pour moi, esclavagisé est un adjectif qu'on applique à une personne. Alors, mais on n'a pas appris tout ce qui est positif, on n'a pas appris tous les apports. Ce n'est que maintenant qu'on est en train de les apprendre. Je vous ai parlé de l'or. Les Portugais savaient qui savait extraire l'or parce qu'ils avaient eu un commerce d'or avec des peuples de ce qu'ils appelaient la côte des mines, qui est devenue la côte d'or pour les Britanniques et le Ghana actuel.
Alors, quand ils voulaient que quelqu'un extrait l'or des mines d'or des autochtones des Amériques, ils ont fait appel aux Africains qu'ils appelaient les mineurs. Et il y a une phrase que j'adore, une phrase qui vient de la ville de Ouro Preto, qui était la deuxième ville riche des Amériques, basée sur l'or, que la présence des Africains mineurs dans les mines d'or donnait une chance presque magique. Chance ou connaissance technologique. Le problème était que les connaissances de l'Afrique étaient tellement sous-estimées que c'était inimaginable qu'ils connaissent des technologies que les Européens ne connaissaient pas. Mais il y a un article qui n'a pas eu énormément, qui n'était pas très connu aux États-Unis, qui s'appelle « A Negro Taught Them ». Un noir les a enseignés. Et c'est sur toutes les technologies que les Africains ont apportées aux États-Unis. Culinaire, agricole, le riz des États-Unis, ce qu'on appelle le riz, l'Oncle Ben's, que vous connaissez peut-être, aurait dû s'appeler le riz sénégambien. Les Portugais, quand ils sont arrivés à la côte de la Sénégambie, ils ont découvert le riz et la technologie du riz. Cette technologie a été transférée aux États-Unis. Il y a des annonces arrivées de nègres à riz, rice negroes. Il y a des lettres des planteurs de la Louisiane, de la Caroline du Sud, de la Géorgie, qui demandent aux capitaines de bateaux d'amener des nègres à riz, c'est-à-dire des gens qui venaient des endroits où ils avaient domestiqué le riz. Alors le riz n'était pas un riz asiatique, c'était un riz domestiqué sur la côte de la Sénégambie et sur les rives du fleuve Niger. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a peu de recherches sur le transfert de technologie de l'Afrique vers les Amériques à cause du fait que la technologie africaine est tellement sous-estimée. La recherche mutuelle, on en a besoin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas reconnaître parce que je suis de New Jersey, mais je suis certaine qu'un Africain de l'Afrique centrale reconnaîtrait, par exemple, j'étais en Équateur, sur la côte pacifique d'Amérique du Sud. J'imagine que quand vous pensez aux afrodescendants, vous ne pensez pas aux afro-équatoriens. Bien que j'ai rencontré des gens qui s'appellent Tchala, Congo, plein de Congo. Ils jouent un instrument qui s'appelle marimba et ils racontent des histoires de la sirène avec le peigne doré qui vit dans le fleuve à côté. Et il n'y a pas de miscégenation, il n'y a pas de métissage. Alors, j'ai montré mes images d'Équateur à des Africains et chaque Africain a dit « Ah, ça c'est chez moi ». Et je dis « Non, c'est pas chez vous. Ah non, toi tu ne sais pas, tu es des États-Unis, tu ne sais pas ». Et je dis « Sauf que moi j'étais derrière la caméra, je sais ». Alors, ils ont un instrument de pêche, ce genre de panneau que le poisson entre et il ne peut pas sortir. Et dans le petit village de Playa de Oro, plage dorée, cet instrument s'appelle katanga. Katanga. Alors, j'imagine que vous pourriez reconnaître plein de choses que moi je ne reconnais pas parce que je suis de New Jersey, pas de l'Afrique centrale. Alors, on a vraiment besoin de recherches collaboratrices sur ça. La conceptualisation du monde, moi, en faisant mes recherches, moi, j'ai trouvé que j'ai une conception afrogénique du monde qui émane de mes expériences comme afrodescendante et de mes recherches sur l'Afrique et la continuité culturelle entre l'Afrique et la diaspora africaine. Et je suis absolument d'accord qu'on a besoin d'un point de vue qui ne passe pas par les yeux d'un autre. Et Galvey, oui. C'est lui qui a trouvé que le Négus était le sauveur ou est-ce que c'était plutôt les Rastas? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que dans la diaspora, il y ait un leader qui pense ou qui nous dise qu'il y a un sauveur qui viendra de l'Afrique maintenant. Autant que je sache, il n'y en a pas, mais nous sommes nombreux et la diaspora est grande, alors il se peut qu'il y ait cette idée. Merci. Merci, Sheila. D'autres interventions? Oui,
Oh là là, je suis très content parce que maintenant, on se réveille. Et j'ai du mal à choisir. Bon, d'abord, celui qui est debout au fond, et puis je viens ici où il y a beaucoup de collègues qui veulent intervenir. Soyez s'il vous plaît, précis, court, et allez-y. Apportez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci pour le micro. Ah, madame, j'ai donné le micro à celui qui était debout. Je m'excuse. Hein. Vous allez prendre la parole après. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Papa Faustin. Je dis papa parce que je suis kimbanguiste. J'aurais souhaité parler en kikongo ou en lingala, en l'une de langues maternelles, mais pour une bonne compréhension, parce que c'est un milieu de professeurs, je vais parler en français. Comprenez que je demande d'abord une autorisation, excusez-moi, Papa Pesamounou soit Mutuba. Je voulais dire ceci. Je voudrais remercier Madame Sheila qui venait de faire un exposé très éloquent sur la cause de l'homme noir. Je vous dis tout à l'heure, elle était en train de dire, moi j'étais très attiré parce que elle a cité un exemple ici que nous autres on a vécu, mais je ne veux pas me perdre. Je voulais plutôt, par rapport à ce que vous avez dit, vous poser une question. Ma question est celle-ci, la première question qui vous est adressée directement. Je reviens de l'Israël, excusez-moi. Je reviens de l'Israël il y a une bonne semaine. Là, je vis de rabbins, de grands prêtres qui ont fait des études très poussées. Et ces rabbins ont trouvé qu'en Afrique, il y a une grande puissance divine, donc une grande puissance de Dieu, qui est en train de donner du feu en Afrique. Alors, ils voulaient savoir où est cette puissance. Et dans un premier temps, ils ont cru que c'était en Côte d'Ivoire. Et ils croyaient que c'était chez le président Laurent Gbagbo. Ils sont même allés jusque-là en prévision de la construction de la grande église qui était détruite par le Romain, le temple que Dieu a demandé à David de construire pour lui. Que le Romain avait détruit, mais que le roi Hérode est venu réhabiliter. Donc c'est le deuxième temple alors, en prévision de cette construction, parce qu'eux ils se disent, on a construit à cet endroit la mosquée Omar. Ils disent que Dieu va détruire cette mosquée Omar et on va construire un nouveau temple. Alors c'est cette puissance africaine qui va aider pour la construction de cette nouvelle temple. Entre-temps, ils font déjà des accessoires, chandelles, coupoles en or, tout ça. Alors ils venaient de réaliser que ce n'était pas Babo, ce n'était pas l'Afrique. Après d'autres recherches, ils viennent de trouver que c'est plutôt en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, ils ont dit que c'est à la République démocratique du Congo. Alors, mais là, j'étais en train de vous suivre parce que d'abord, je parlais de Babo, c'est la Côte d'Ivoire. En vous suivant, vous avez dit qu'il y a une église en Côte d'Ivoire, je n'ai pas bien suivi, mais cette église veut collaborer avec le kimbanguiste. Je voulais moi personnellement faire un lien entre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire le rabbin qui voulait initialement contacter la Côte d'Ivoire, et maintenant il se rebiffe pour venir en Afrique centrale. Je voulais plutôt, la question, connaître le nom de cette église en Côte d'Ivoire et de cette organisation. Merci. C'est ma toute première question. La deuxième question, vraiment la deuxième question ne s'adresse pas directement à vous, mais vous avez si bien souligné, les Africains se sous-estiment. Nous nous sous-estimons. Vous allez m'excuser, éminent professeur. Hier, j'ai beaucoup aimé la phrase du professeur Eli Kambokolo, pour qui j'ai énormément de respect. Il avait dit ici, le kimbanguiste, on ne va pas vous faire un cadeau, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous caresser comme, mettons, dans le sens de poil, je ne sais pas moi, d'un animal. Eh bien, moi, je me retourne par rapport à cette sous-estimation au professeur. Le professeur venait de se déplacer. Le kimbanguiste, le professeur Eli Kambokolo, a souligné ici, il nous faut faire de la science qui soit utile pour la société. En d'autres termes, il voulait dire,
il faut une science proche du peuple, proche de la société. Maintenant, notre société ici, le Congo, on voit la prolifération des églises. Il y a beaucoup d'églises. Donc, ce que nous attendons de vous, professeurs, le métier des professeurs, excusez-moi, je ne suis pas professeur, mais excusez-moi, je fais l'Université libre de Bruxelles. Le métier de professeur, moi, je me dis, ça a une vocation d'enseigner et une vocation de recherche. C'est dans cette optique que je voulais dire, ça sera un peu triste qu'on passe tout ce temps, qu'on puisse nous parler du miracle de Simon Kimbangu, l'homme, ses œuvres et tout, parce que ça on connaît, on a lu dans les livres et tout. Pour sortir de cette sous-estimation, allons au-delà de tout ce que nous connaissons sur Simon Kimbangu. C'est-à-dire, moi je pars d'un petit exemple, les similitudes. Hier, il y a une dame qui avait donné un exposé que j'aime beaucoup, Madame Émile Zola. Alors, dans son exposé, elle est en train de dire, je vais rentrer dans ces similitudes. Il a dit, Jésus-Christ a commencé son travail. S'il vous plaît, ne refaites pas une conférence. Merci, merci, c'est gentil. Je pense qu'on a compris votre préoccupation et nous l'assumons. Ok, d'accord, merci. Non, ma question va venir, justement. Ah, non, ça va. Excusez-moi, professeur, je vous en prie. Madame a dit qu'il y a quelqu'un qui a crié dans la salle, je dois parler. Moi, je crie, je dois parler. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais il y a une présidence de débat. Si tous les collègues ne peuvent pas parler, ils seront frustrés. C'est très gentil. Je vais m'arrêter là. C'est la dernière question. Le professeur Elika Mbogolo disait que Papa Simon, c'est le genre de phénomène qui vient une fois au monde et qui ne dure pas longtemps, qui disparaît. Il a cité un exemple Lumumba. Moi, je cite un exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ est aussi un phénomène qui est venu, qui n'est pas resté longtemps, qui a disparu mystérieusement. Maintenant, je vais faire des similitudes entre Simon Kimbangu et Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai appris ça ici à La Réunion, il a commencé son ministère à l'âge de 34 ans. Simon Kimbangu a commencé à l'âge de 30 ans. Simon Kimbangu était arrêté sous l'occupation romaine et jugé. Pardon, je m'excuse avec votre... tout le respect que je vous dois. Voilà, ma question c'est celle-ci. Posez la question. Voilà, ma question est celle-ci. Au vu de ces similitudes, la question que le professeur a posée ici, finalement, qui est ce Simon Kimbangu? On aurait souhaité, au vu de ces similitudes, que nous faisions de recherche pour répondre à cette question. Simon Kimbangu, l'homme, qui est-il? Ok. Je vous remercie. Merci. Excusez-moi d'avoir abusé. Ok. Vous passez la parole à celle qui est debout. Celle qui voulait parler tout à l'heure. Ensuite, je vais donner la parole à notre collègue qui vient de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elle peut avoir des éléments de réponse déjà. On a une conférencière qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs fois on a évoqué. Et puis, bon, plusieurs autres collègues vont devoir... Mais vraiment, en une minute. Hein. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Lille Zolo, de la presse kimbanguiste. Mes préoccupations vont droit à tous les éminents professeurs. L'histoire nous fait lire qu'il y a au fil de siècles que l'homme noir est resté dans ces carcans de négritude. D'ailleurs, il y a eu bon nombre de ceux-là qui ont milité pour l'abolition de l'esclavagisme pur et simple. Entre autres, il y a Madame Henriette Tubman. Aujourd'hui, le temps nous est témoin. On a vu que Papa Simon Kimbangu était innocent. D'ailleurs, il est venu uniquement pour faire la promotion de l'homme noir et promouvoir vraiment ses valeurs ancestrales. Cas aujourd'hui du président Barack Obama. Ma question est la suivante. Quel nom allons-nous attribuer à cet homme qui est longtemps resté incarcéré 30 ans durant? Deuxième question. Dans tous les États africains, quelles mesures préconisons-nous pour que la mémoire de cet homme reste à jamais scellée dans nos annales? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai promis la parole à notre collègue qui vient de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important parce qu'on a souvent beaucoup parlé de cette église ivoirienne. Peut-être qu'elle en sait quelque chose. En 2 minutes, hein, chers collègues. Oui, rapidement, je me présente, Hélène Koné.
Je suis enseignante linguiste de formation. Actuellement, je suis aussi journaliste à la Radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et j'apprécie la présence de Mme Sheila Walker. Je suivis un peu ses traces lorsqu'elle faisait ses recherches au niveau de l'église Ariste. Et je suppose que c'est de cette église que monsieur veut avoir des informations sur cette église, l'église Ariste en Côte d'Ivoire. J'en parlerai. Son professeur, quand il était petit à Puerto Rico, il a demandé où est l'histoire des Noirs. Et son prof lui a dit qu'il n'y en avait pas, que les Noirs n'avaient pas d'histoire. Bon, on m'a dit ça aussi à mon université. J'étais la négresse de ma promotion dans une université de l'élite blanche et on m'a dit que nous, on n'avait rien contribué à la civilisation. C'était avant que je ne sache que l'origine des êtres humains était en Afrique. Mais alors Schomburg, il n'aimait pas ne pas avoir d'histoire, il n'aimait pas ne pas avoir de culture. Alors il a commencé à faire de la recherche, il est devenu bibliophile et sa collection de livres, d'images est devenue la base de ce qu'est maintenant le Centre Schomburg pour la recherche en culture noire. Schomburg Center for Research in Black Culture. C'est l'archive et la bibliothèque la plus importante sur la diaspora africaine et l'Afrique au monde, grâce à cet afro-puertoricain. Ça existe toujours, c'est à Harlem et c'est un lieu merveilleux. Pendant les années 50, un prédicateur africain-américain protestant, son église s'appelait l'Église du Maître, a créé un organisme qui s'appelle Opération Carrefour Afrique. Et son idée était de créer une façon, un moyen pour que les jeunes, les universitaires, africains, américains et autres, puissent venir en Afrique pour participer au processus de développement, plutôt que de faire du tourisme banal, qui pouvait faire quelque chose. Et cette institution, Opération Carrefour Afrique, était la base de la création du Corps de la paix des États-Unis. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était l'origine. Il y a une autre institution qui a été créée aussi pendant les années 50, qui était la Société américaine pour la culture africaine, qui a été créée. L'inspiration était la Société africaine de la culture d'Alioune Diop, qui était la base du premier congrès des écrivains noirs à Paris en 1956. Et c'est la base de la maison d'édition Présence africaine, la librairie Présence africaine et toute cette dynamique. Alors, AMSAC, American Society for African Culture, la Société américaine pour la culture africaine, était la première institution qui a créé des liens entre les nouveaux États africains et les leaders, artistes, intellectuels africains-américains. Quand, par exemple, les Africains ont ouvert des ambassades à Washington et des missions à l'ONU, c'est AMSAC qui organisait des événements pour des présidents, premiers ministres africains. Et par exemple, Miriam Makeba est venue aux États-Unis pour la première fois dans le contexte de cette institution, la Société américaine pour la culture africaine. Hugh Masekela, le ballet africain de Guinée, le ballet de Fodebo Keita, ils sont tous venus aux États-Unis grâce à cette institution qui existait pour créer des liens entre Africains et Africains-Américains. Cette institution aussi a participé au premier festival des Arts Nègres à Dakar en 1966. C'est cette institution qui a organisé la délégation afro-états-unienne en 1966. Des gens comme Langston Hughes, Duke Ellington, les musiciens, les écrivains, des politiciens aussi. Pendant les années 70, il y a eu la sécheresse au début des années 70 au Sahel et une institution africaine-américaine a été créée qui s'appelle Africare et jusqu'à maintenant, c'est la plus importante institution de développement pour l'Afrique aux États-Unis. Il y a une association de femmes africaines-américaines qui a aussi
fait des projets de développement dans plusieurs pays africains, mais ce n'est pas le but de cette institution. C'est le Conseil national des femmes de couleur, National Council of Negro Women. Mais Africa continue, ils sont dans beaucoup de pays en Afrique. Pendant les années 70 aussi, on a eu le phénomène de Roots, Racines, ce livre écrit par Alex Haley. Avant Roots, on nous avait dit que nous ne pouvions pas remonter l'arbre généalogique pour trouver nos origines en Afrique. D'abord, on nous disait qu'on ne voulait pas, mais même si on voulait, ce n'était pas possible. Alors, Alex Haley nous a montré que que c'était possible de retrouver nos ancêtres africains, savoir d'où nous étions en Afrique. Et la série Racines était la série télévisée qui a attiré le plus grand public dans l'histoire de la télévision aux États-Unis. Il y avait des restaurants qui se fermaient parce que personne ne sortait de chez lui. Personne. Et je ne parle pas uniquement des Africains-Américains. C'était un phénomène de tout le monde aux États-Unis. Pendant les années 80, il y a eu la lutte contre l'apartheid aux États-Unis aussi. Et il y a eu plusieurs institutions qui ont été fondées autour de cette lutte. Comme par exemple Transafrique, qui est un groupe de pression pour l'Afrique, pour la Caraïbe et maintenant aussi pour les Afro-Latino-Américains et Caribéens. Mais, et ils étaient à la base du désinvestissement de l'argent des institutions américaines en Afrique du Sud. Alors c'était une continuation de la même idée d'utiliser le pouvoir d'achat pour faire des changements. La même idée qui a été mise en œuvre pendant le boycott de Montgomery, qui a fait la promotion de Martin Luther King pendant les années 50. Alors c'était le même principe. On utilise, nous, Africains-Américains, on a un pouvoir d'achat énorme que parfois on dirige vers certains buts et ça a un impact. Il y a eu aussi, comme partie de cette lutte anti-apartheid, plusieurs institutions créées par le révérend Sullivan. Lui, c'était aussi un prédicateur, baptiste, je crois, et il a mobilisé son église à Philadelphie pour ne pas acheter dans des magasins, par exemple, qui ne donnaient pas d'emploi aux Africains-Américains. Si on ne peut pas travailler, on n'achète pas. L'utilisation du pouvoir d'achat, mais tout mobilisé à travers une institution religieuse. Pendant les années 80, lui, il a commencé et il a un peu ouvert la porte pour les Africains-Américains pour faire partie des conseils d'administration des grandes sociétés, comme les sociétés de construction de voitures, par exemple. Il faisait partie du conseil de General Motors, qui fait je ne sais pas quelle voiture, mais plusieurs voitures américaines. Et en tant que tel, il a créé ce qui s'appelle les principes Sullivan pour l'Afrique du Sud. Et les principes Sullivan disaient que ces sociétés, les sociétés états-uniennes qui avaient des bureaux en Afrique du Sud devaient traiter tous les employés sur le même pied d'égalité, comme était la loi aux États-Unis, alors que les lois états-uniennes devaient contrôler leur comportement en Afrique du Sud. Alors, ces sociétés devaient employer des Africains au même titre que les Blancs d'Afrique du Sud. Ça, c'était les principes Sullivan. Il a aussi organisé des sommets à partir de 1991. Il a organisé le premier sommet de chefs d'État africains et leaders africains-américains en Côte d'Ivoire en 1991. Il y a eu un autre sommet en 1993 au Gabon et tous les 2 ans, il y a un sommet. Il y en a eu au Zimbabwe, au Nigeria, au Sénégal aussi, je crois. Nous avons eu aussi des changements. Je vous ai dit que jusqu'au milieu du 19e siècle, les institutions africaines-américaines souvent s'appelaient africaines. Alors nous avons eu plusieurs changements de nomenclature.
au milieu, quand les États-Unis ont décidé de se débarrasser de nous, des leaders ont décidé qu'il fallait qu'on se débarrasse de ce terme africain, parce que ce n'était pas bon pour notre intégration, assimilation aux États-Unis. Alors, la communauté africaine-américaine a commencé à s'appeler gens de couleur, colored, ou bien négro, noir. Et pendant les années 60, avec l'arrivée des étudiants africains, des diplomates africains, et aussi avec l'intégration des universités, des grandes universités, on était là symboliquement avant. Il y avait une exception. Je vous ai dit que j'étais la négresse de ma promotion dans mon université. Mais pendant les années 60, comme fruit de la lutte pour les droits civiques, on a commencé à forcer les portes de toutes les institutions et on a commencé à être représenté on a commencé à constituer une masse critique. Et on a demandé des cours sur nous parce que quand on est arrivé dans ces universités, on s'est rendu compte qu'on était là comme corps, mais on n'était pas là, on ne faisait pas partie du curriculum de ce que nous devions apprendre. On n'était pas dans les livres, on n'avait pas de professeurs, il n'y avait pas de cours sur nous. On a commencé à demander et puis à exiger des cours, plus d'étudiants africains-américains, des profs africains-américains, des centres d'études africains-américains, des cours, et on a eu gain de cause. Résultat, il n'y a aucune bonne université aux États-Unis maintenant qui n'a pas un département, un centre d'études africaines et africaines-américaines. Parfait. Alors, on a changé tout le paysage intellectuel des États-Unis grâce au mouvement de droits civiques et post-droits civiques aux États-Unis des années 60. Et nous avons commencé à nous appeler Afro-Américains, ce qui a évolué en 1988 à Africain-Américain. Alors, l'identification y était. Il y a au sein du Congrès des États-Unis le groupe des députés africains-américains, Congressional Black Caucus. Et depuis leur création pendant les années 60, ils ont défendu des causes de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours un comité pour l'Afrique au mois de septembre. Ils font une conférence qui dure à peu près une semaine et il y a toujours la présence des diplomates africains. Il y a toujours des thèmes sur l'Afrique et sur la diaspora africaine. Je viens de recevoir un email d'un député qui m'a demandé de donner le coup d'envoi à un panel sur les Afro-Latino-Américains. Et mon collègue Celio Alvarez d'Honduras, qui a parlé du sommet des Afro-descendants qu'il organise à Honduras en août, il a parlé de l'année que l'ONU nous a accordée, l'année des Afro-descendants, mais il y a eu une résolution faite au Congrès des États-Unis par un député africain-américain, membre de ce groupe, en 2003, où il demandait l'année des Afro-descendants. Alors l'ONU a eu un peu de retard, mais bon, ils y sont arrivés quand même. Il y a une autre institution, l'association pour le chemin de la diaspora africaine, disons, ou le chemin de l'héritage de la diaspora africaine. C'est une institution créée par la plus vieille agence de voyage africaine-américaine qui a organisé la délégation africaine-américaine qui est allée à la fête de l'indépendance du Ghana en 1957. Et maintenant, ils organisent des conférences, des voyages pour recréer des liens entre l'Afrique et la diaspora. La dernière fois que le groupe s'est réuni, c'était en Tanzanie, il y a 2 ans. Au niveau de la diaspora même, depuis 1967, il y a des rassemblements. Le premier rassemblement était à Cali, en Colombie, en 1967, organisé par un Afro-Colombien, un Afro-Brésilien. Et c'était le premier Congreso Negro de las Américas, le premier congrès noir des Amériques. Et présent, il y avait des Sénégalais et des Nigérians. Je ne pense pas qu'il y ait eu une présence de l'Afrique centrale.
moi, j'ai organisé un colloque en 1996 où on parlait des contributions de l'Afrique à la création du monde moderne, et pas uniquement des États-Unis, hein, mais de tout le monde atlantique. Il y a aussi des efforts en Afrique pour nous rassembler. Au Burkina Faso, par exemple, sous Thomas Sankara, il y avait l'Institut des peuples noirs qui était un rassemblement africain et des gens de la diaspora africaine. Aussi au Burkina, et c'est intéressant que le Burkina ait pris tant d'initiatives dans ce processus. Le Festival panafricain de cinéma, depuis au moins une vingtaine d'années, a une présence de la diaspora africaine. Il faut dire que de l'autre côté du fleuve, il y a aussi le Festival panafricain de la musique, qui depuis quelques années, je sais que, personnellement, je sais que depuis au moins 8 ans, il y a une présence de la diaspora africaine. Bon, alors, avant que je ne vienne, quelques amis m'avaient dit que les Africains-Américains des États-Unis ne s'intéressaient plus beaucoup à l'Afrique. Et j'ai dit, ah bon, je ne sais pas. Moi, je viens en Afrique depuis que j'avais 19 ans. Alors, l'Afrique fait partie de la plupart de ma vie. Il m'est difficile de penser que nous ne pensons pas beaucoup à l'Afrique. Mais quand ils m'ont dit ça, je me demandais si c'était vrai. Et bon, pour le moment, maintenant, il n'y a plus un grand mouvement. Il y a des hauts et des bas de la conscience de l'Afrique chez nous, aux États-Unis et dans la diaspora, aux Amériques en général. Un des hauts était, après Racine, il y avait des voyages, beaucoup de voyages touristiques vers l'Afrique. En principe, ces voyages allaient en Gambie, où Alex Haley, l'auteur de Racine, a trouvé ses ancêtres. Sauf que, parfois, on n'arrivait pas jusqu'en Gambie parce qu'il fallait passer par le Sénégal et beaucoup de gens sont restés au Sénégal. Alors, jusqu'à maintenant, il y a pas mal de tourisme de Racine. Surtout au Sénégal, au Ghana aussi. Il y a des endroits avec qui on a plus de liens qu'avec d'autres, malgré les origines culturelles que nous avons. Alors, ma conclusion est que d'abord, il y a un poète afro-cubain, Nicolas Guillen, qui a écrit un poème qui s'appelait Mes deux grands-pères, où il parlait de son grand-père espagnol et son grand-père africain. Et la partie que j'ai retenue de son poème, c'est le refrain « Sin conocernos, nos reconoceremos » « Sans se connaître, on se reconnaîtra ». Et ce que j'ai trouvé, et puis il cite une liste de comment nous allons nous reconnaître, par quoi, par quel signe, par quel comportement nous nous reconnaîtrons. Alors, personnellement, comme personne et comme chercheur, je trouve que sans être venu en Afrique, je n'aurais jamais compris la société africaine-américaine des États-Unis dans laquelle j'ai grandi. Sans voyager dans la diaspora africaine aux Amériques et ailleurs. Maintenant, quand je parle de la diaspora africaine, j'inclus l'Inde, où j'étais chez les Afro-Indiens, j'inclus les îles Mascarenes, Réunion, Seychelles, île Maurice, où j'ai trouvé énormément de similitudes avec tout le reste que je connais de la diaspora africaine aux Amériques. Alors, je pense que ma conclusion, c'est que l'Afrique a besoin de connaître sa projection mondiale. Et une bonne partie de cette projection mondiale est aux Amériques et dans le reste de la diaspora. Je pense que c'est bien que l'Afrique connaisse tout ce que les Africains et les Afro-descendants ont contribué à la création des Amériques et de tout le monde atlantique. Et je pense que notre ignorance autour de ce thème ne nous sert pas. Parce que si on ne connaît pas le rôle de l'Afrique dans la création de ce monde atlantique, on ne comprend pas le monde atlantique. On ne comprend pas le déséquilibre de pouvoir dans le monde atlantique. On ne comprend pas pourquoi il y a ceux qui définissent des réalités et d'autres qui subissent les définitions des autres. Hein? Et tout ça a à voir avec les rapports entre l'Afrique et le reste du monde atlantique. J'ai fait
on m'a présenté comme ethnologue en voie de devenir cinéaste. Et j'ai fait 2 films pour lesquels j'ai apprécié les réactions. Il y en a un qui s'appelle L'Afrique éparpillée, basé sur ce qu'a dit Joseph Kizerbo, historien de Burkina Faso. Il a dit que l'Afrique est comme Osiris, roi de l'Égypte ancien, qui a été coupé en morceaux par son rival Seth, et ces morceaux ont été distribués à travers la terre. Mais Isis, la reine Isis, a utilisé ses pouvoirs divins pour trouver chaque morceau d'Osiris et elle l'a enterré où elle l'a trouvé. Et Osiris est devenu le dieu de la résurrection. Alors moi, je fais l'analogie entre ces morceaux d'Osiris, je suis Joseph Kizerbo en faisant ça, ces morceaux d'Osiris et la diaspora africaine. Alors j'ai fait ce film et quand les gens de la diaspora africaine voient le film, ils s'étonnent de reconnaître beaucoup de choses de chez eux, chez les autres. J'ai montré le film, par exemple, à l'île Maurice, dans l'océan Indien, et je pensais qu'ils allaient dire « Oh, mais tout ça, c'est loin, ça n'a rien à voir avec nous. » Au contraire, ils trouvaient que ça avait tout à voir avec eux. Et j'ai fait un autre film pour le projet La Route de l'esclave de l'UNESCO, qui s'appelle Les routes de l'esclave, une vision mondiale, qui va au-delà des Amériques, où on voit des Afro-Indiens, on voit des Afro-Émiratis, on voit l'autre côté de cette diaspora, ainsi que la diaspora aux Amériques. Alors une dame, j'ai montré les 2 films ensemble, et je les ai montrés dans le contexte de ce que je vous ai dit, est notre plus vieille institution intellectuelle, l'Association pour l'étude de la vie et l'histoire africaine-américaine. Et une dame, c'était pas une grande intellectuelle, c'était une dame normale. Elle se levait et elle a dit « Il faut que je parle ». D'accord. Elle a dit « Je ne suis plus la même personne que j'étais quand je suis entrée dans cette salle il y a 2 heures. J'ai été transformée. C'est comme si j'ai été baptisée. Les gens que vous nous avez montrés, avant, je les voyais comme des étrangers, comme des immigrés, comme les autres. Maintenant, je les vois comme nous. Et c'est ma conclusion. C'est ce que moi j'ai découvert dans mes voyages en Afrique et dans la diaspora, dans mes voyages comme personne, dans mes recherches comme ethnologue. Et maintenant, comme mes efforts de partager ces réalités avec un plus grand public. Et on dit cela. La prophétie du prophète Simon Kimbangu a dit que les Africains-Américains, que nous allions revenir pour aider à construire l'Église, m'a dit le recteur de l'université Kimbangu. Et j'ai dit, mais l'Église est déjà construite, hein? Nous ne pouvons pas construire l'Église. Il a dit, oui, mais c'est pas fini, il y a beaucoup plus à faire. Alors, je n'ai pas amené de briques pour aider à construire l'Église, mais j'ai amené des livres pour la bibliothèque de l'université Simon Kimbangu. Un livre qui est le résultat, je vous ai dit que j'avais organisé un congrès, c'était avec l'aide d'UNESCO, sur les contributions de l'Afrique et des Afro-descendants à la création du monde moderne. Alors, je vais offrir un livre qui s'appelle Racines africaines, culture américaine, au pluriel, l'Afrique dans la création des Amériques à l'université, ainsi qu'un autre livre sur l'église ariste en Côte d'Ivoire, pour que les Kimbanguistes puissent se comparer avec les aristes s'ils veulent. Et je viens de terminer encore un livre avec des Afro-Sud-Américains, quelques-uns dont l'existence est niée, mais malgré le fait que selon l'encyclopédie ils n'existent pas, ils ont quand même écrit des articles sur leur réalité et sur leur connexion historique et présente avec l'Afrique, et c'est écrit de leur propre point de vue. Alors ça s'appelle en espagnol Conocimiento desde adentro, los afro-sudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias. Connaissance de l'intérieur, les Afro-Sud-Américains parlent de leur peuple et de leurs histoires. Et je pense que vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans.
parce qu'ils parlent de leurs origines en Afrique centrale aussi. Alors, à la fin de la séance, j'aurai le plaisir d'offrir ces livres au recteur, le professeur Massamba. Et je vous remercie, et je remercie son éminence de me donner la possibilité de parler un peu de nous et de nos relations perpétuelles avec l'Afrique. Merci bien. Merci Sheila, merci vraiment infiniment. Toujours un plaisir de t'écouter. Nous allons déroger aux habitudes académiques. En principe, une conférence comme celle-là, inaugurale, si on peut l'ainsi, ne donne pas lieu à un débat. Mais comme le professeur Théophile Obenga n'est pas encore dans la salle, pour qu'on puisse meubler les temps, permettez l'expression, nous pouvons nous permettre d'échanger avec Sheila en attendant que le Théophile Obenga nous rejoigne. Je suis toujours en train de l'orienter le professeur Sabakino pour voir s'il s'est annoncé ou pas. On m'a en tout cas dit que le canon avait déjà quitté Brazzaville. Je voudrais également signaler que nous avons dans la salle l'honneur d'être avec, bien entendu, son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, mais également une note de marque, pour ceux qui ne l'ont pas vu le dimanche, le vice-ministre à la culture de l'Angola, qui est parmi nous, qui participe à cette session. Sheila, pour moi, ce que vous nous avez dit, c'est une interpellation. Une interpellation, premièrement, pour mieux connaître ce que nous sommes à travers le monde, plus particulièrement à travers les Amériques, ce que nous sommes, mais également ce que nous y faisons et ce que nous y avons apporté, qui n'est pas toujours connu par beaucoup d'entre nous. Et quand vous dites par exemple que 45% des esclaves sont venus de l'Afrique centrale, et je voudrais bien qu'on s'interroge dans la salle sur comment nous faisons pour honorer la mémoire de ces 45% d'esclaves qui sont partis d'ici. Je pose la question parce que je vis au Sénégal, je vois comment le Sénégal honore la mémoire des esclaves qui sont partis de cette partie du continent. L'île de Gorée, qui est à Dakar, c'est un lieu historique reconnu comme tel par l'UNESCO et qui draine des milliers de touristes chaque semaine, je dirais même, qui viennent pour visiter l'île de Gorée, pour voir comment ces esclaves étaient déportés, la porte de leur revoir, de l'adieu comme ils le disent. Et chaque fois que des touristes viennent et me disent « nous allons à Gorée », je leur dis « allez toujours avec un mouchoir ». Parce qu'il y a toujours des larmes qu'on verse quand on est à Gorée, pour voir comment les choses s'étaient passées à l'époque. De ce côté ici, apparemment, c'est un silence. En tout cas, je ne connais pas personnellement une action quelconque qui a été menée en faveur de ces esclaves partis de cette partie du continent. Il y a eu, je crois, quelques années, avec le prophète Pasteur Ngoï, je pense, une initiative sur la route des esclaves, si je ne me trompe pas. Bon, je ne sais pas si ça continue,
Mais voilà une interpellation. La présence des Congos aux États-Unis, Sheila a raison, quand j'étais une fois à Monrovia, on m'a montré le quartier Congo avec K à Monrovia, au Libéria. Et donc effectivement, nous avons beaucoup, je pense, à nous reprocher par rapport à ça. Une interpellation aussi, quand vous nous décrivez toute cette contribution de l'Église aux États-Unis, Église, en fait, Église fondée par nous. Papa Simon Kimbangu disait, je suis venu pour libérer l'homme noir. Mais l'homme noir, comme dit Sheila, je reprends ton expression, l'homme noir est dispersé. L'homme noir n'est pas que au Congo, il n'est pas que en Afrique. Il est aussi aux États-Unis, il est aussi en Amérique latine. Le professeur Kabengele nous en dira sans doute un mot à propos de l'homme noir au Brésil. On en a parlé avec Honduras, etc. Et donc la libération de l'homme noir doit aussi se faire là où il est, l'homme noir, partout à travers le monde. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça exactement? Je sais qu'on a créé le 51e État d'Afrique, qu'on a du mal à circonscrire politiquement et juridiquement. Mais pour ceux qui ne savaient pas, l'Union africaine a décrété qu'on ait 51 États en Afrique et le 51e État, c'est la diaspora. Mais cette diaspora-là, réellement, qui s'en occupe, comment favorise-t-on sa contribution au développement de l'Afrique? Est-ce qu'on sait où elle est? Est-ce qu'on sait ce qu'elle fait là-bas? Est-ce qu'on sait comment elle est martyrisée là-bas? Nos compatriotes qui vivent en France, en Belgique, etc. Est-ce que si la diaspora est 51e État, il faut bien qu'on sache comment réellement en faire un État d'Afrique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est comment justement, à travers l'Église, les Noirs ont contribué à toute une série d'actions aux États-Unis. Une église d'émancipation, avec pratiquement certains mots qu'on y retrouve, que nous utilisons, des rites qu'on y retrouve. Et je vois, si je peux me permettre un parallélisme entre le comportement des églises de réveil, dont beaucoup d'entre elles sont plus ou moins d'obédience des églises américaines, dans la façon de faire en tout cas. Elles ont influencé la façon de faire des églises de réveil, et nous avons l'impression que ça nous vient de l'Amérique, alors que si on suit bien Sheila, en fait c'est nous qui avons amené ça en Amérique, et ça nous est retourné sous d'autres façons. Mais voilà encore une interpellation, parce que généralement l'Africain se sous-estime. L'Africain a tendance à se sous-estimer, à ne pas réellement savoir ses potentialités à travers le monde. Quand Sheila nous dit qu'il n'y a pas eu seulement déportation physique, mais il y a aussi eu une déportation des cerveaux. Autrement dit, des personnes qui ont fait de l'Amérique aujourd'hui ce qu'elle est. Est-ce que nous mesurons à sa juste valeur cette réalité-là? Je n'irai pas jusqu'à évoquer les cas de notre premier président africain aux États-Unis. Dans quelle mesure on le soutient pour faire l'honneur de l'Afrique, pour que quand même
on commence à se rendre compte que oui, ben, on n'est pas que ce qu'on pensait être. Dans quelle mesure on a soutenu Kofi Annan malgré certaines contradictions, mais c'est quand même un Africain qui a dirigé les Nations Unies, etc., etc. On peut continuer à évoquer des cas comme ça. Donc, pour moi, c'est encore une interpellation de mieux connaître le poids de l'Afrique, la contribution de l'Afrique à la marche du monde. Et tous ces mouvements de solidarité qui ont été créés par nos frères et sœurs aux États-Unis pour contribuer au développement de l'Afrique, pour lutter contre l'apartheid, comme elle a dit, et pour lutter contre plusieurs autres problèmes que nous connaissons. Dans quelle mesure sommes-nous en phase avec ce travail? Dans quelle mesure communions-nous, permettez-moi le mot, avec ce travail immense que le font nos frères et sœurs aux États-Unis pour être avec nous ensemble dans ces combats? Je m'arrête là pour introduire le débat, parce que je ne vais pas refaire une autre conférence, ce n'est pas ça qu'on m'a demandé. En remerciant vraiment Sheila pour ses interpellations, et en attendant que le professeur Théophile Obenga nous rejoigne, je vous demande de réagir à cet exposé extrêmement intéressant de Sheila. La parole est à qui veut la prendre. Oui? Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Le micro-baladeur. Ça porte? Ça va? Micro-baladeur. Professeur Ngoma Binda. Professeur Ngoma. Merci. Merci, professeur. C'est juste pour savoir, parce que j'étais un tout petit peu distrait, c'est pour savoir le rôle d'un prophète qui est à Washington, je crois, et qui de plus en plus est important. Louis Farrakhan, la nation de l'islam. Je pense que c'est une personnalité, c'est un prophète qui mérite d'être très connu. Il a travaillé, il était compagnon de Malcolm X ou X, et je crois que nous voudrions bien davantage connaître ici en Afrique cette personnalité qui est largement persécutée par une certaine Amérique. C'est tout, merci. Merci, professeur. Très bel exemple. Si les autres intervenants peuvent être aussi courts et précis. Professeur Matuba Mabiala. Moi, je voudrais tout d'abord dire merci à Sheila d'avoir donné une autre image de la diaspora américaine. Il y a quelques années, j'étais à une exposition en Allemagne intitulée « L'Afrique en Amérique ». Alors, en sortant de là, j'étais très triste parce que tout ce que j'ai vu, c'est de montrer les souffrances des Noirs en Amérique, comme esclaves et comme descendants d'esclaves. Alors, ce que j'ai aimé ici, c'est que vous avez positivé la présence des Noirs aux États-Unis et à travers le monde. Et toutes ces initiatives qu'on prend maintenant pour mettre les ponts entre l'Afrique et l'Amérique. Alors, cette notion de projection du monde, projection de l'Afrique dans le monde et dans le monde atlantique, je crois que c'est une notion qui mérite d'être approfondie et qui mérite des actions concrètes et des recherches et des dialogues inter-afro-américains de telle manière que nous puissions nous approprier ces processus de projection. Alors, ce que j'ai aimé aussi dans ce que vous avez dit, c'est la question de conceptualisation du monde.
si on ne conçoit pas soi-même, celui qui conçoit le monde détermine l'avenir du monde. Ne subit pas les concepts du monde, la globalisation, toutes ces notions qui sont modernes, sont conçues, conceptualisées ailleurs. Et je crois qu'il est important de montrer qu'il y a eu des Africains, des Afro-Américains surtout, qui ont conceptualisé le monde, comme de Washington, qui déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, critiquait les processus qui s'est passé au Congo, à l'État indépendant du Congo à l'époque. Je crois que tous ces événements historiques, nous devons de plus en plus en parler en action de coopération interuniversitaire, de dialogue interuniversitaire. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci, professeur Mabiala. Je viens au milieu. Intervention. Oui? Oui? Excusez-moi, présentez-vous, s'il vous plaît. Le micro. Passez-lui le micro. Merci, madame, pour votre brillant exposé que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Ma question, c'est celle-ci. En 1887, je dis bien en 1887, naissait en Jamaïque, à Kingston, un certain Josiah Marcus Garvey, que vous devez certainement connaître. Marcus Garvey, en 1914, va déclarer ceci. Lorsque vous verrez un noir couronné en Afrique, ce noir sera le sauveur du monde. Alors, à l'avènement de Négus Haïlé Sélassié, beaucoup de chercheurs d'Africains avaient cru que ce noir était bel et bien lui. Mais avec son départ, voyant comment il a été chassé de son pays avec son cortège de malheur, les regards s'étaient tournés ailleurs. Aujourd'hui, nous célébrons la libération de Papa Simon Kimba, dont d'ailleurs le thème central s'intitule « L'homme, son œuvre et sa contribution au processus de libération de l'homme noir ». Ma question est de savoir, en dehors de Marcus Garvey, est-ce qu'il y a d'autres intellectuels, d'autres chercheurs, d'autres penseurs hors de l'Afrique, parce que vous avez beaucoup voyagé, hors de l'Afrique, qui ont cette perception de cette puissance spirituelle qui réside ici en Afrique, pour lequel on s'attend qu'elle puisse sauver l'humanité, comme Marcus Garvey l'a dit. Je vous remercie. Merci. Au milieu encore? Non. Je vais à droite. Y a-t-il? Ok. Sheila, des éléments de réponse? Oui. Oups. Farrakhan. J'ai décidé de ne pas parler des musulmans parce que j'aurais été obligée de parler aussi d'autres groupes. Et c'était plus facile de rester au sein du christianisme et surtout qu'il y a une ligne droite. Mais les musulmans noirs ont aussi, au XXe siècle, ont eu un impact important, moins que les chrétiens parce qu'ils sont moins nombreux. Mais pendant les années 20-30, il y a eu plusieurs nouveaux mouvements religieux au sein de la communauté africaine-américaine qui étaient des mouvements identitaires et sociopolitiques. Et le mouvement qui a le plus duré, qui a pris le plus d'envergure, c'est effectivement la Nation de l'Islam, fondée par Elijah Muhammad. Et vous connaissez, la personne la plus connue était Malcolm X, qui se scindait du mouvement d'Elijah Muhammad. Et maintenant, le successeur est Farrakhan. Les musulmans noirs, ils ont eu des activités semblables aux églises séparatistes chrétiennes.
parce que c'est leur origine. J'ai entendu un discours de Farrakhan qu'il a fait dans une église baptiste à Washington. Une église baptiste qui a aussi des projets de développement dans la communauté africaine-américaine. Une église baptiste qui a un sens très panafricaniste. Disons par exemple un mural de comment est-ce qu'on appelle ça? La dernière scène, le dernier dîner de Jésus. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Merci. Bon, il y a une peinture de cette scène et les membres du dîner sont des leaders africains et africaines-américaines. Il y a Marcus Garvey, il y a Mandela, il y a des femmes, il y a Harriet Tubman qui a amené beaucoup de gens en esclavage dans le sud des États-Unis à la liberté du Nord. Il y a Sojourner Truth, une autre femme qui était leader de l'émancipation africaine-américaine. Alors, il y a des Africains, il y a Nkrumah, je ne sais pas, Malcolm X est là, Du Bois, le grand intellectuel, il est là aussi. Alors, ce n'est pas étrange que Farrakhan aurait fait un discours dans cette église baptiste. Alors, les musulmans noirs, ils ont été très efficaces, surtout parmi les gens marginalisés, frustrés peut-être par l'Église chrétienne, qui ne leur donnait pas ce qu'ils cherchaient, qui ne leur donnait pas une identité qu'ils trouvaient utile. Ils ont créé des écoles, ils avaient des restaurants, des usines, un journal qui existe jusqu'à maintenant. Mais le poids chrétien est très important chez nous, dans la communauté africaine-américaine. Alors, il y a des membres de la communauté africaine-américaine qui ont appris à être anti-islamiques et alors qui sont contre la nation de l'islam. Mais ils se portent toujours bien, la nation de l'islam se porte toujours bien. Farrakhan a organisé il y a une dizaine d'années ce qui s'appelait la marche d'1 million d'hommes. Et je ne sais pas s'il y avait 1 million d'hommes, mais je sais qu'énormément d'hommes africains-américains ont convergé à Washington et ils ont créé une dynamique positive. Il y a eu des projets positifs pour la communauté africaine-américaine qui ont été le résultat de ce phénomène organisé par l'imam, je pense qu'on l'appellerait Farrakhan. Sauf que il y a aussi une opposition. Et je me souviens qu'à ce moment-là, Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque et qui était assez favorable envers la communauté africaine-américaine, est venu à l'Université de Texas, où j'enseignais pour le moment. Et j'avais l'impression qu'il voulait s'absenter de Washington ce jour-là et il n'a pas prononcé le nom de Farrakhan, mais il a dit du mal de quelqu'un pour qu'on sache de qui il parlait. Alors il y a une certaine opposition. Mais toujours est-il que les musulmans noirs continuent à faire du bien au sein de la communauté. Ils continuent à être une base de dignité pour un élément de la communauté africaine-américaine qui ne trouve pas ce qu'il cherche dans les églises chrétiennes. Alors, il y a beaucoup de variété chez nous. La positivisation de l'image de la diaspora africaine. Merci beaucoup. Quand j'ai organisé le colloque que j'ai organisé à l'Université de Texas avec l'aide de l'UNESCO, et c'était dans le contexte de l'année internationale de tolérance des Nations Unies. Et c'était avant que les États-Unis ne retournent à l'UNESCO. Alors c'était assez intéressant. Quand j'ai invité des gens, je me souviens d'avoir invité un Afro-Uruguayen qui, selon l'encyclopédie britannique, n'existe pas, mais il est venu quand même. Il voulait parler de l'oppression des Afro-Uruguayens. Et je dis, mais tout le monde pouvait raconter la même histoire. Alors, je ne t'invite pas pour venir pleurer.
j'ai demandé que tu parles des apports des Afro-Uruguayens à la nation uruguayenne. Et je sais que l'Uruguay n'est pas un pays auquel on pense beaucoup. C'est un petit pays que beaucoup de gens considèrent comme une banlieue d'Argentine, ce que les Uruguayens n'aiment pas, bien sûr. Mais si on demande quel est le phénomène culturel qui définit l'Uruguay, ce phénomène culturel s'appelle candombe. Candombe. Et je pense que c'est un mot que vous connaissez mieux que moi, hein, vous bantouphones. Et je parle de toute la société uruguayenne. Alors, c'est l'identité nationale d'Uruguay qui a été contribuée par les afrodescendants. Alors, un problème quand on parle de l'image positive de la diaspora, c'est que nous-mêmes, on n'a pas appris ça. On n'a pas appris nos réalités positives. Quand je parle du transfert de technologie, de la fuite de cerveau de l'Afrique aux Amériques, beaucoup d'afrodescendants disent « Ah, on ne savait pas. » La démographie. Et je ne vous ai pas cité les chiffres. J'ai oublié de vous citer les chiffres. Les chiffres m'ont étonné. Parce que nous, aux États-Unis, on nous dit que nous sommes une petite minorité opprimée. Il y a des minorités encore plus petites opprimées. Le Brésil a une majorité d'Afro-Brésiliens selon le recensement de 2010. Parce que maintenant, avant le Brésil, soi-disant démocratie raciale, où les afrodescendants avaient appris qu'ils étaient opprimés parce qu'ils étaient pauvres et ils n'avaient pas suffisamment bien appris qu'il y avait une correspondance entre négritude et pauvreté. Alors maintenant, ils sont le premier pays africain des Amériques. Mais alors, où nous sommes une minorité, où une afro-brésilienne caractérisait les afro-brésiliens comme une majorité minoritisée, parce qu'ils ne sont pas la minorité. Mais nous n'avons pas appris notre histoire, nous n'avons pas appris nos contributions, nous n'avons pas appris nos apports, nous avons appris que nous sommes opprimés. D'abord, comme je n'arrive pas à limiter mon identité aux frontières des États-Unis, aux Amériques, nous sommes plus de 200 millions d'êtres humains. Alors, nous sommes à peu près 20% de la population du continent africain. Si nous voyons ces chiffres, ça nous donne une autre identité. Et si on pense à la création des Amériques, entre 1500 et 1800, de 6 500 000 personnes qui ont traversé l'océan Atlantique pour les Amériques, 5 600 000 étaient africains, 1 million étaient européens. Étant donné le génocide des autochtones des Amériques, ça veut dire que pendant 300 ans, des 500 ans de l'histoire des Amériques modernes, le gros de la population était africaine et afrodescendante. C'est très important, il me semble. Et on peut dire oui, mais ils étaient esclavagisés. Je ne sais pas si vous auriez constaté que je n'ai pas utilisé le terme esclave. Aimé Césaire, père de la négritude, a dit que l'esclave est une chose, ou une personne qui a été chosifiée. Mais est-ce que les choses créent la première république indépendante noire des Amériques, c'est-à-dire Haïti? La première république au monde qui a aboli l'esclavage et qui a dit que tous les citoyens sont citoyens, tous les habitants sont citoyens, Haïti. Alors, je considère que l'esclavage était une condition, ce n'était pas la totalité des êtres humains esclavagisés. Pour moi, esclavagisé est un adjectif qu'on applique à une personne. Alors, mais on n'a pas appris tout ce qui est positif, on n'a pas appris tous les apports. Ce n'est que maintenant qu'on est en train de les apprendre. Je vous ai parlé de l'or. Les Portugais savaient qui savait extraire l'or parce qu'ils avaient eu un commerce d'or avec des peuples de ce qu'ils appelaient la côte des mines, qui est devenue la côte d'or pour les Britanniques et le Ghana actuel. Alors, quand ils voulaient que quelqu'un extrait l'or des mines d'or des autochtones des Amériques,
ils ont fait appel aux Africains qu'ils appelaient les Mina. Et il y a une phrase que j'adore, une phrase qui vient de la ville de Ouro Preto, qui était la deuxième ville riche des Amériques, basée sur l'or, que la présence des Africains Mina dans les mines d'or donnait une chance presque magique, chance ou connaissance technologique. Le problème était que les connaissances de l'Afrique étaient tellement sous-estimées que c'était inimaginable qu'ils connaissent des technologies que les Européens ne connaissaient pas. Mais il y a un article qui n'a pas eu énormément, qui n'était pas très connu aux États-Unis, qui s'appelle « A Negro Taught Them ». Un noir les a enseignés. Et c'est sur toutes les technologies que les Africains ont apportées aux États-Unis. Culinaire, agricole, le riz des États-Unis, ce qu'on appelle le riz, l'Oncle Ben's, que vous connaissez peut-être, aurait dû s'appeler le riz sénégambien. Les Portugais, quand ils sont arrivés à la côte de la Sénégambie, ils ont découvert le riz et la technologie du riz. Cette technologie a été transférée aux États-Unis. Il y a des annonces arrivées de nègres à riz, rice negroes. Il y a des lettres des planteurs de la Louisiane, de la Caroline du Sud, de la Géorgie, qui demandent aux capitaines de bateaux d'amener des nègres à riz, c'est-à-dire des gens qui venaient des endroits où ils avaient domestiqué le riz. Alors le riz n'était pas un riz asiatique, c'était un riz domestiqué sur la côte de la Sénégambie et sur les rives du fleuve Niger. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a peu de recherches sur le transfert de technologie de l'Afrique vers les Amériques à cause du fait que la technologie africaine est tellement sous-estimée. La recherche mutuelle, on en a besoin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas reconnaître parce que je suis de New Jersey, mais je suis certaine qu'un Africain de l'Afrique centrale reconnaîtrait, par exemple, j'étais en Équateur, sur la côte pacifique d'Amérique du Sud. J'imagine que quand vous pensez aux afrodescendants, vous ne pensez pas aux afro-équatoriens. Bien que j'ai rencontré des gens qui s'appellent Tchala, Congo, plein de Congo. Ils jouent un instrument qui s'appelle marimba et ils racontent des histoires de la sirène avec le peigne doré qui vit dans le fleuve à côté. Et il n'y a pas de miscégenation, il n'y a pas de métissage. Alors, j'ai montré mes images d'Équateur à des Africains et chaque Africain a dit « Ah, ça c'est chez moi ». Et je dis « Non, c'est pas chez vous. Ah non, toi tu ne sais pas, tu es des États-Unis, tu ne sais pas ». Et je dis « Sauf que moi j'étais derrière la caméra, je sais ». Alors, ils ont un instrument de pêche, ce genre de panneau que le poisson entre et il ne peut pas sortir. Et dans le petit village de Playa de Oro, plage dorée, cet instrument s'appelle katanga. Katanga. Alors, j'imagine que vous pourriez reconnaître plein de choses que moi je ne reconnais pas parce que je suis de New Jersey, pas de l'Afrique centrale. Alors, on a vraiment besoin de recherches collaboratrices sur ça. La conceptualisation du monde, moi, en faisant mes recherches, moi, j'ai trouvé que j'ai une conception afrogénique du monde qui émane de mes expériences comme afrodescendante et de mes recherches sur l'Afrique et la continuité culturelle entre l'Afrique et la diaspora africaine. Et je suis absolument d'accord qu'on a besoin d'un point de vue qui ne passe pas par les yeux d'un autre. Et Galvey, oui. C'est lui qui a trouvé que le Négus était le sauveur ou est-ce que c'était plutôt les Rastas? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que dans la diaspora, il y ait un leader qui pense ou qui nous dise qu'il y a un sauveur qui viendra de l'Afrique maintenant. Autant que je sache, il n'y en a pas, mais nous sommes nombreux et la diaspora est grande, alors il se peut qu'il y ait cette idée. Merci. Merci, Sheila. D'autres interventions? Oui, oh là là, je suis très content parce que maintenant, on se réveille. Et j'ai du mal à choisir.
Bon, d'abord celui qui est debout au fond, et puis je viens ici où il y a beaucoup de collègues qui veulent intervenir. Soyez s'il vous plaît précis, court, et allez-y. Apportez-lui le micro s'il vous plaît. Merci pour le micro. Ah, madame, j'ai donné le micro à celui qui était debout, je m'excuse. Hein. Vous allez prendre la parole après. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Papa Faustin. Je dis papa parce que je suis kimbanguiste. J'aurais souhaité parler en kikongo ou en lingala, en l'une de langues maternelles, mais pour une bonne compréhension, parce que c'est un milieu de professeurs, je vais parler en français. Comprenez que je demande d'abord une autorisation, excusez-moi, Papa Pesamounou soit Mutuba. Je voulais dire ceci. Je voudrais remercier Madame Sheila qui venait de faire un exposé très éloquent sur la cause de l'homme noir. Je vous dis tout à l'heure, elle était en train de dire, moi j'étais très attiré parce que elle a cité un exemple ici que nous autres on a vécu, mais je ne veux pas me perdre. Je voulais plutôt, par rapport à ce que vous avez dit, vous poser une question. Ma question est celle-ci, la première question qui vous est adressée directement. Je reviens de l'Israël, excusez-moi. Je reviens de l'Israël il y a une bonne semaine. Là, je vis de rabbins, de grands prêtres qui ont fait des études très poussées. Et ces rabbins ont trouvé qu'en Afrique, il y a une grande puissance divine, donc une grande puissance de Dieu, qui est en train de donner du feu en Afrique. Alors, ils voulaient savoir où est cette puissance. Et dans un premier temps, ils ont cru que c'était en Côte d'Ivoire. Et ils croyaient que c'était chez le président Laurent Gbagbo. Ils sont même allés jusque-là en prévision de la construction de la grande église qui était détruite par le Romain, le temple que Dieu a demandé à David de construire pour lui. Que le Romain avait détruit, mais que le roi Hérode est venu réhabiliter. Donc c'est le deuxième temple alors, en prévision de cette construction, parce qu'eux ils se disent, on a construit à cet endroit la mosquée Omar. Ils disent que Dieu va détruire cette mosquée Omar et on va construire un nouveau temple. Alors c'est cette puissance africaine qui va aider pour la construction de cette nouvelle temple. Entre-temps, ils font déjà des accessoires, chandelles, coupoles en or, tout ça. Alors ils venaient de réaliser que ce n'était pas Babo, ce n'était pas l'Afrique. Après d'autres recherches, ils viennent de trouver que c'est plutôt en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, ils ont dit que c'est à la République démocratique du Congo. Alors, mais là, j'étais en train de vous suivre parce que d'abord, je parlais de Babo, c'est la Côte d'Ivoire. En vous suivant, vous avez dit qu'il y a une église en Côte d'Ivoire, je n'ai pas bien suivi, mais cette église veut collaborer avec le kimbanguiste. Je voulais moi personnellement faire un lien entre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire le rabbin qui voulait initialement contacter la Côte d'Ivoire, et maintenant il se rebiffe pour venir en Afrique centrale. Je voulais plutôt, la question, connaître le nom de cette église en Côte d'Ivoire et de cette organisation. Merci. C'est ma toute première question. La deuxième question, vraiment la deuxième question ne s'adresse pas directement à vous, mais vous avez si bien souligné, les Africains se sous-estiment. Nous nous sous-estimons. Vous allez m'excuser, éminent professeur. Hier, j'ai beaucoup aimé la phrase du professeur Eli Kambokolo, pour qui j'ai énormément de respect. Il avait dit ici, le kimbanguiste, on ne va pas vous faire un cadeau, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous caresser comme, mettons, dans le sens de poil, je ne sais pas moi, d'un animal. Eh bien, moi, je me retourne par rapport à cette sous-estimation au professeur. Le professeur venait de se déplacer. Le kimbanguiste, le professeur Eli Kambokolo, a souligné ici, il nous faut faire de la science qui soit utile pour la société. En d'autres termes, il voulait dire, il faut une science proche du peuple, proche de la société.
Maintenant, notre société ici, le Congo, on voit la prolifération des églises. Il y a beaucoup d'églises. Donc, ce que nous attendons de vous, professeurs, le métier des professeurs, excusez-moi, je ne suis pas professeur, mais excusez-moi, je fais l'Université libre de Bruxelles. Le métier de professeur, moi, je me dis, ça a une vocation d'enseigner et une vocation de recherche. C'est dans cette optique que je voulais dire, ça sera un peu triste qu'on passe tout ce temps, qu'on puisse nous parler du miracle de Simon Kimbangu, l'homme, ses œuvres et tout, parce que ça on connaît, on a lu dans les livres et tout. Pour sortir de cette sous-estimation, allons au-delà de tout ce que nous connaissons sur Simon Kimbangu. C'est-à-dire, moi je pars d'un petit exemple, les similitudes. Hier, il y a une dame qui avait donné un exposé que j'aime beaucoup, Madame Émile Zola. Alors, dans son exposé, elle est en train de dire, je vais rentrer dans ces similitudes. Il a dit, Jésus-Christ a commencé son travail. S'il vous plaît, ne refaites pas une conférence. Merci, merci, c'est gentil. Je pense qu'on a compris votre préoccupation et nous l'assumons. Ok, d'accord, merci. Non, ma question va venir, justement. Ah, non, ça va. Excusez-moi, professeur, je vous en prie. Madame a dit qu'il y a quelqu'un qui a crié dans la salle, je dois parler. Moi, je crie, je dois parler. Excusez-moi. Non, mais il y a une présidence de débat. Si tous les collègues ne peuvent pas parler, ils seront frustrés. C'est très gentil. Je vais m'arrêter là. C'est la dernière question. Le professeur Elika Mbogolo disait que Papa Simon, c'est le genre de phénomène qui vient une fois au monde et qui ne dure pas longtemps, qui disparaît. Il a cité un exemple Lumumba. Moi, je cite un exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ est aussi un phénomène qui est venu, qui n'est pas resté longtemps, qui a disparu mystérieusement. Maintenant, je vais faire des similitudes entre Simon Kimbangu et Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai appris ça ici à La Réunion, il a commencé son ministère à l'âge de 34 ans. Simon Kimbangu a commencé à l'âge de 30 ans. Simon Kimbangu était arrêté sous l'occupation romaine et jugé. Pardon, je m'excuse avec votre... tout le respect que je vous dois. Voilà, ma question c'est celle-ci. Posez la question. Voilà, ma question est celle-ci. Au vu de ces similitudes, la question que le professeur a posée ici, finalement, qui est ce Simon Kimbangu? On aurait souhaité, au vu de ces similitudes, que nous faisions de recherches pour répondre à cette question. Simon Kimbangu, l'homme, qui est-il? Ok. Je vous remercie. Merci. Excusez-moi d'avoir abusé. Ok. Vous passez la parole à celle qui est debout. Celle qui voulait parler tout à l'heure. Ensuite, je vais donner la parole à notre collègue qui vient de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elle peut avoir des éléments de réponse déjà. On a une conférencière qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs fois on a évoqué. Et puis, bon, plusieurs autres collègues vont devoir... Mais vraiment, en une minute. Hein. Merci pour la parole. Je réponds au nom de l'île Zolo, de la presse kimbanguiste. Mes préoccupations vont droit à tous les éminents professeurs. L'histoire nous fait lire qu'il y a au fil de siècles que l'homme noir est resté dans ces carcans de négritude. D'ailleurs, il y a eu bon nombre de ceux-là qui ont milité pour l'abolition de l'esclavagisme pur et simple. Entre autres, il y a Madame Henriette Tubman. Aujourd'hui, le temps nous est témoin. On a vu que Papa Simon Kimbangu était innocent. D'ailleurs, il est venu uniquement pour faire la promotion de l'homme noir et promouvoir vraiment ses valeurs ancestrales, cas aujourd'hui du président Barack Obama. Ma question est la suivante. Quel nom allons-nous attribuer à cet homme qui est longtemps resté incarcéré 30 ans durant? Deuxième question. Dans tous les États africains, quelles mesures préconisons-nous pour que la mémoire de cet homme reste à jamais scellée dans nos annales? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai promis la parole à notre collègue qui vient de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important parce qu'on a souvent beaucoup parlé de cette église ivoirienne. Peut-être qu'elle en sait quelque chose. En 2 minutes, hein, chers collègues. Oui, rapidement, je me présente, Hélène Koné. Je suis enseignante linguiste de formation. Actuellement, je suis aussi journaliste à la radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
Et j'apprécie la présence de Mme Sheila Walker. Je suivis un peu ses traces lorsqu'elle faisait ses recherches au niveau de l'église Ariste. Et je suppose que c'est de cette église que monsieur veut avoir des informations sur cette église, l'église Ariste en Côte d'Ivoire. J'en parlerai. Alors, je considère que l'esclavage était une condition, ce n'était pas la totalité des êtres humains esclavagisés. Pour moi, esclavagisé est un adjectif qu'on applique à une personne. Alors, mais on n'a pas appris tout ce qui est positif, on n'a pas appris tous les apports. Ce n'est que maintenant qu'on est en train de les apprendre. Je vous ai parlé de l'or. Les Portugais savaient qui savait extraire l'or parce qu'ils avaient eu un commerce d'or avec des peuples de ce qu'ils appelaient la côte des mines, qui est devenue la côte d'or pour les Britanniques et Ghana, le Ghana actuel. Alors quand ils voulaient que quelqu'un extrait l'or des mines d'or des autochtones des Amériques, ils ont fait appel aux Africains qu'ils appelaient les mineurs. Et il y a une phrase que j'adore, une phrase qui vient de la ville de Ouro Preto, qui était la deuxième ville riche des Amériques, basée sur l'or, que la présence des Africains mineurs dans les mines d'or donnait une chance presque magique, chance ou connaissance technologique. Le problème était que les connaissances de l'Afrique étaient tellement sous-estimées que c'était inimaginable qu'ils connaissent des technologies que les Européens ne connaissaient pas. Mais il y a un article qui n'a pas eu énormément, qui n'était pas très connu aux États-Unis, qui s'appelle « A Negro Taught Them ». Un noir les a enseignés. Et c'est sur toutes les technologies que les Africains ont apportées aux États-Unis. Culinaire, agricole, le riz des États-Unis, ce qu'on appelle le riz, l'Oncle Ben's, que vous connaissez peut-être, aurait dû s'appeler le riz sénégambien. Les Portugais, quand ils sont arrivés à la côte de la Sénégambie, ils ont découvert le riz et la technologie du riz. Cette technologie a été transférée aux États-Unis. Il y a des annonces arrivées de nègres à riz, rice negroes. Il y a des lettres des planteurs de la Louisiane, de la Caroline du Sud, de la Géorgie, qui demandent aux capitaines de bateaux d'amener des nègres à riz, c'est-à-dire des gens qui venaient des endroits où ils avaient domestiqué le riz. Alors le riz n'était pas un riz asiatique, c'était un riz domestiqué sur la côte de la Sénégambie et sur les rives du fleuve Niger. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a peu de recherches sur le transfert de technologie de l'Afrique vers les Amériques à cause du fait que la technologie africaine est tellement sous-estimée. La recherche mutuelle, on en a besoin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas reconnaître parce que je suis de New Jersey, mais je suis certaine qu'un Africain de l'Afrique centrale reconnaîtrait, par exemple, j'étais en Équateur, sur la côte pacifique d'Amérique du Sud. J'imagine que quand vous pensez aux afro-descendants, vous ne pensez pas aux afro-équatoriens. Bien que j'ai rencontré des gens qui s'appellent Tchala, Congo, plein de Congo. Ils jouent un instrument qui s'appelle marimba et ils racontent des histoires de la sirène avec le peigne doré qui vit dans le fleuve à côté. Et il n'y a pas de miscégenation, il n'y a pas de métissage. Alors, j'ai montré mes images d'Équateur à des Africains et chaque Africain a dit « Ah, ça c'est chez moi ». Et je dis « Non, c'est pas chez vous. Ah non, toi tu ne sais pas, tu es des États-Unis, tu ne sais pas ». Et je dis « Sauf que moi j'étais derrière la caméra, je sais ». Alors, ils ont un instrument de pêche, ce genre de panneau que le poisson entre et il ne peut pas sortir. Et dans le petit village de Playa de Oro, plage dorée, cet instrument s'appelle katanga. Katanga. Alors, j'imagine que vous pourriez reconnaître plein de choses que moi je ne reconnais pas parce que je suis de New Jersey, pas de l'Afrique centrale. Alors, on a vraiment besoin de recherches collaboratrices sur ça. La conceptualisation du monde, moi, en faisant mes recherches, moi, j'ai trouvé que j'ai une conception afrogénique
du monde qui émane de mes expériences comme afrodescendante et de mes recherches sur l'Afrique et la continuité culturelle entre l'Afrique et la diaspora africaine. Et je suis absolument d'accord qu'on a besoin d'un point de vue qui ne passe pas par les yeux d'un autre. Et Galvey, oui. C'est lui qui a trouvé que le Négus était le sauveur, ou est-ce que c'était plutôt les Rastas? Je ne sais pas, mais je ne pense pas que dans la diaspora, il y ait un leader qui pense ou qui nous dise qu'il y a un sauveur qui viendra de l'Afrique maintenant. Autant que je sache, il n'y en a pas, mais nous sommes nombreux, hein, et la diaspora est grande, alors il se peut qu'il y ait cette idée. Merci. Merci, Sheila. D'autres interventions? Oui, oh là là, je suis très content parce que maintenant, on se réveille. Et j'ai du mal à choisir. Bon, d'abord, celui qui est debout au fond, et puis je viens ici où il y a beaucoup de collègues qui veulent intervenir. Soyez s'il vous plaît, précis, court, et allez-y. Apportez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci pour le micro. Ah, madame, j'ai donné le micro à celui qui était debout. Je m'excuse. Hein. Vous allez prendre la parole après. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Papa Faustin. Je dis papa parce que je suis kimbanguiste. J'aurais souhaité parler en kikongo ou en lingala, en l'une de langues maternelles, mais pour une bonne compréhension, parce que c'est un milieu de professeurs, je vais parler en français. Comprenez que je demande d'abord une autorisation, excusez-moi, Papa Pesamounou soit Mutuba. Je voulais dire ceci. Je voudrais remercier Madame Sheila, qui venait de faire un exposé très éloquent sur la cause de l'homme noir. Je vous dis tout à l'heure, elle était en train de dire, moi j'étais très attiré parce que elle a cité un exemple ici que nous autres on a vécu, mais je ne veux pas me perdre. Je voulais plutôt par rapport à ce que vous avez dit, vous poser une question. Ma question est celle-ci, la première question qui vous est adressée directement. Je reviens de l'Israël, excusez-moi. Je reviens de l'Israël il y a une bonne semaine. Là, je vis de rabbins, de grands prêtres qui ont fait des études très poussées. Et ces rabbins ont trouvé qu'en Afrique, il y a une grande puissance divine, donc une grande puissance de Dieu, qui est en train de donner du feu en Afrique. Alors, ils voulaient savoir où est cette puissance. Et dans un premier temps, ils ont cru que c'était en Côte d'Ivoire. Et ils croyaient que c'était chez le président Laurent Gbagbo. Ils sont même allés jusque-là en prévision de la construction de la grande église qui était détruite par le Romain, le temple que Dieu a demandé à David de construire pour lui. Que le Romain avait détruit, mais que le roi Hérode est venu réhabiliter. Donc c'est le deuxième temple. Alors, en prévision de cette construction, parce qu'eux, ils se disent, on a construit à cet endroit la mosquée Omar. Ils disent que Dieu va détruire cette mosquée Omar et on va construire un nouveau temple. Alors c'est cette puissance africaine qui va aider pour la construction de cette nouvelle temple. Entre-temps, ils font déjà des accessoires, chandelles, coupoles en or, tout ça. Alors ils venaient de réaliser que ce n'était pas Babo, ce n'était pas l'Afrique. Après d'autres recherches, ils viennent de trouver que c'est plutôt en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, ils ont dit que c'est à la République démocratique du Congo. Alors, mais là, j'étais en train de vous suivre parce que d'abord, je parlais de Babo, c'est la Côte d'Ivoire. En vous suivant, vous avez dit qu'il y a une église en Côte d'Ivoire, je n'ai pas bien suivi, mais cette église veut collaborer avec le kimbanguiste. Je voulais moi personnellement faire un lien entre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire le rabbin qui voulait initialement contacter la Côte d'Ivoire, et maintenant il se rebiffe pour venir en Afrique centrale. Je voulais plutôt, la question, connaître le nom de cette église en Côte d'Ivoire et de cette organisation. Merci.
C'est ma toute première question. La deuxième question, vraiment la deuxième question ne s'adresse pas directement à vous, mais vous avez si bien souligné, les Africains se sous-estiment. Nous nous sous-estimons. Vous allez m'excuser, éminent professeur. Hier, j'ai beaucoup aimé la phrase du professeur Eli Kambokolo, pour qui j'ai énormément de respect. Il avait dit ici, le kimbanguiste, on ne va pas vous faire un cadeau, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous caresser comme, mettons, dans le sens de poil, je ne sais pas moi, d'un animal. Eh bien, moi, je me retourne par rapport à cette sous-estimation au professeur. Le professeur venait de se déplacer. Le kimbanguiste, le professeur Eli Kambokolo, a souligné ici, il nous faut faire de la science qui soit utile pour la société. En d'autres termes, il voulait dire, il faut une science proche du peuple, proche de la société. Maintenant, notre société ici, le Congo, on voit la prolifération des églises. Il y a beaucoup d'églises. Donc, ce que nous attendons de vous, professeurs, le métier des professeurs, excusez-moi, je ne suis pas professeur, mais excusez-moi, je fais l'Université libre de Bruxelles. Le métier de professeur, moi je me dis, ça a une vocation d'enseigner et une vocation de recherche. C'est dans cette optique que je voulais dire, ça sera un peu triste qu'on passe tout ce temps, qu'on puisse nous parler du miracle de Simon Kimbangu, l'homme, ses œuvres et tout, parce que ça on connaît, on a lu dans les livres et tout. Pour sortir de cette sous-estimation, allons au-delà de tout ce que nous connaissons sur Simon Kimbangu. C'est-à-dire, moi, je pars d'un petit exemple, les similitudes. Hier, il y a une dame qui avait donné un exposé que j'aime beaucoup, Madame Émile Zola. Alors, dans son exposé, elle est en train de dire, je vais rentrer dans ces similitudes. Elle a dit, Jésus-Christ a commencé son travail. S'il vous plaît, ne refaites pas une conférence. Merci, merci, c'est gentil. Je pense qu'on a compris votre préoccupation et nous l'assumons. Ok, d'accord, merci. Non, ma question va venir, justement. Ah, non, ça va. Excusez-moi, professeur, je vous en prie. Madame a dit qu'il y a quelqu'un qui a crié dans la salle, je dois parler. Moi, je crie, je dois parler. Excusez-moi. Non, mais il y a une présidence de débat. Si tous les collègues ne peuvent pas parler, ils seront frustrés. C'est très gentil, je vais m'arrêter là. C'est la dernière question. Le professeur Eli Kambokolo disait que Papa Simon, c'est le genre de phénomène qui vient une fois au monde et qui ne dure pas longtemps, qui disparaît. Il a cité un exemple Lumumba. Moi, je cite un exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ est aussi un phénomène qui est venu, qui n'est pas resté longtemps, qui a disparu mystérieusement. Maintenant, je vais faire des similitudes entre Simon Kimbangu et Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai appris ça ici à La Réunion, il a commencé son ministère à l'âge de 34 ans. Simon Kimbangu a commencé à l'âge de 30 ans. Simon Kimbangu était arrêté sous l'occupation romaine et jugé. Pardon, je m'excuse avec votre tout le respect que je vous dois. Voilà, ma question c'est celle-ci. Posez la question. Voilà, ma question est celle-ci. Au vu de ces similitudes, la question que le professeur a posée ici, finalement, qui est ce Simon Kimbangu? On aurait souhaité, au vu de ces similitudes, que nous faisions de recherche pour répondre à cette question. Simon Kimbangu, l'homme, qui est-il? Ok. Je vous remercie. Merci. Excusez-moi d'avoir abusé. Ok. Vous passez la parole à celle qui est debout, celle qui voulait parler tout à l'heure. Ensuite, je vais donner la parole à notre collègue qui vient de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elle peut avoir des éléments de réponse déjà. On a une conférencière qui vient de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs fois on a évoqué. Et puis, bon, plusieurs autres collègues vont devoir... Mais vraiment, en une minute, hein. Merci pour la parole. Je réponds au nom de l'île Zolo, de la presse kimbanguiste. Mes préoccupations vont droit à tous les éminents professeurs. L'histoire nous fait lire qu'il y a au fil des siècles que l'homme noir est resté dans ces carcans de négritude. D'ailleurs, il y a eu bon nombre de ceux-là qui ont milité pour l'abolition de l'esclavagisme pur et simple. Entre autres, il y a Madame Henriette Tubman. Aujourd'hui, le temps nous est témoin.
on a vu que Papa Simo Kimbangu était innocent. D'ailleurs, il est venu uniquement pour faire la promotion de l'homme noir et promouvoir vraiment ses valeurs ancestrales, cas aujourd'hui du président Barack Obama. Ma question est la suivante. Quel nom allons-nous attribuer à cet homme qui est longtemps resté incarcéré 30 ans durant? Deuxième question, dans tous les États africains, quelles mesures préconisons-nous pour que la mémoire de cet homme reste à jamais scellée dans nos annales? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai promis la parole à notre collègue qui vient de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important parce qu'on a souvent beaucoup parlé de cette église ivoirienne. Peut-être qu'elle en sait quelque chose. En 2 minutes, hein, chers collègues. Oui, rapidement, je me présente, Hélène Koné. Je suis enseignante linguiste de formation. Actuellement, je suis aussi journaliste à la radio des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et j'apprécie la présence de Madame Sheila Walker. Je suivis un peu ses traces lorsqu'elle faisait ses recherches au niveau de l'église Ariste. Et je suppose que c'est de cette église que monsieur veut avoir des informations sur cette église, l'église Ariste en Côte d'Ivoire. J'en parlerai.